Aujourd'hui, je ne vais pas participer à cette animation. J'aiderai à passer le micro pour pouvoir les questions dans la salle et à l'extérieur. Mais nous avons la chance d'avoir un invité d'honneur qui est dans les territoires, qui est M. Rivero. Mais nous avons aussi, chez Eden, une personnalité qui est aussi éminente dans les territoires et qui, effectivement, sera mieux à même de participer aux échanges avec notre président Brice Lalonde. Je passe donc la parole immédiatement à François Moutot. Monsieur Rivero, nous avons un premier point commun, c'est que vous avez rejoint les Charentes et moi je les ai quittés. Nous avons surtout un deuxième point commun, comme l'évoque Gilles, c'est le fait d'être élu local, à portée d'engueulade, comme dit notre président du Sénat. Et vous avez une très brillante carrière d'élu local, de responsable local, et aujourd'hui vous occupez un poste très éminent, puisqu'avec l'Association des intercommunalités de France, vous êtes également membre du Conseil national de transition écologique, vice-président du Grand Angoulême, membre du conseil d'administration de l'ADEME. Donc vous avez une place très importante en tant qu'élu local dans toute la transition climatique ou écologique, suivant la façon dont on l'aperçoit. Et ce qu'on a envie, c'est que vous donniez à la fois votre témoignage sur la façon de nos territoires et de nos communautés de faire face à ce défi, leurs possibilités, leurs gènes, et puis on a évoqué le financement dans le titre de votre présentation, mais nous pensons que ce n'est pas seulement le financement qui pose un problème, il y a aussi un problème d'acceptation sociale, et ce problème d'acceptation sociale, les collectivités locales sont au cœur de ce débat, parce que si Bruxelles, Paris font des grands plans sur la comète, les morceaux de comète, c'est à nous de les ramasser et d'essayer de les recoller. Et donc, nous sommes très intéressés par votre témoignage sur tous ces sujets. Je vais passer la parole à Monsieur le Président pour commencer les échanges. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Rivero, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Depuis une trentaine d'années, l'administration territoriale de la République française a beaucoup évolué, avec des créations nouvelles, peut-être un empilement aussi. Et nous savons que la transition écologique ne sera réalisée que si les territoires la réalisent, le font, avec les entreprises, avec les citoyens, etc. Je me suis un peu plongé dans la question avant de vous recevoir et j'ai été stupéfait par l'extraordinaire amoncellement de sigles, d'acronymes qui caractérisent le travail que vous faites. Et je suis admiratif à l'avance de la complexité extraordinaire de tout ça. Donc, très récemment, nous avons quelque chose de nouveau. Moi qui vais au COP, aux conférences climatiques internationales, j'ai appris donc qu'il y avait des COP régionales maintenant, hein, et même départementales. Et ensuite, peut-être que vous ne connaissez pas le nombre de plans auxquels les collectivités territoriales doivent plancher. Hein. Et alors, j'ai appris que vous avez réussi vous-même, dans votre propre communauté de communes, à les rassembler en quelque sorte pour les faire, pour gagner du temps en tous les cas et de l'efficacité. Et donc, avant même de parler de la question de comment est-ce qu'on finance, comment est-ce que dans les compétences des communautés, des intercos, la question de l'habitat, de la transition énergétique, à la fois sur votre propre patrimoine et à la fois sur vos concitoyens. Avant même, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu rapidement comment est-ce que progressivement vous avez été amené à vous occuper à la fois de la transition et de l'efficacité énergétique? Puisque je sais que vous êtes passionné tout autant par les déchets, par l'eau, par toutes les questions au fond de la transition. Alors, peut-être que je vous demande peut-être d'expliquer à ceux qui nous écoutent comment ça se passe, quoi. Les tâches de l'intercommunalité, c'est sans doute pas le plus connu. Il n'y en a que 1253 en France. On est loin des 34 700 communes. Mais cela dit, il n'y a que 9 régions métropolitaines et une centaine de départements. Et les gens les connaissent mieux sans doute. Au point de départ, on avait confié à cet échelon-là de l'administration territoriale 2 compétences importantes. C'était le développement économique, dont on pensait bien quand même qu'un certain nombre de communes ne pourraient pas tenir. Je rappelle juste quand même qu'en France, 7 communes sur 10 ont moins de 1000 habitants. 7 communes sur 10.
Donc sur les 34 000, vous faites le rapport, c'est énorme. Et on leur avait confié surtout un deuxième aspect qui avec le temps, a changé de périmètre, qui était l'aménagement du territoire. Alors effectivement, aujourd'hui, et je saute dans le temps pour arriver tout de suite en 2024, au fur et à mesure des années, sans devenir des collectivités, d'avoir cette forme juridique d'être des collectivités à part entière. Nous ne sommes que des établissements publics de coopération. On a récupéré un certain nombre de compétences qui nous ont été transmises au fur et à mesure, transférées. Elles étaient d'abord transférées aux communes. Je vais essayer de cibler quand même sur quelques sujets dont on va pouvoir traiter ce matin. Je pense par exemple à la gestion de l'eau et au contrôle des rejets sanitaires, de l'assainissement autonome. Je prends cet exemple-là parce qu'il y a eu une loi sur l'eau. Et puis, on avait avant un État, à travers ses directions d'action sanitaire et sociale, les fameuses DAS, qui faisaient le contrôle. C'était gratuit pour les usagers. Il y a cette petite cellule à Bercy, avant c'était rue de Rivoli, mais qui invente toujours les solutions pour que l'État paye moins, mais que les autres payent à sa place. Donc on va voir au fur et à mesure des années. Mais celle-là, ils l'ont trouvée, ils ne l'ont pas dit tout de suite, hein, mais on le sait quand même, c'est ça. Donc ils ont transféré cette obligation de contrôle. Non seulement avant, elle était unique et définitive, elle était gratuite. Alors maintenant, elle est payante et elle est à renouveler régulièrement. Et donc, en bout de course, on a confié ça aux communes, mais les communes, elles ont aussi, par regroupement, confié ça aux intercos. Donc, tiens, d'un seul coup, on a une redevance particulière, ce n'est pas une taxe encore, c'est une redevance, qui apparaît là-dessus. On a la même chose aussi avec les déchets. Je veux dire, avant, le maire, il était responsable de son dépôt sauvage, de son dépôt. Et puis, on a confié ça à des groupements plus importants. Ces derniers temps, il faut reconnaître que le niveau de l'interco, il a pris aussi du grade sur toutes ces questions environnementales. Alors, on va rester sur l'eau parce que c'est un dossier important, notamment à travers la protection des milieux aquatiques et la protection surtout des inondations. Et le législateur, il n'est pas seulement influencé par les lobbies qui viennent à l'Assemblée ou au Sénat, mais il est aussi influencé, encore une fois, par la petite cellule de Bercy. Inventé aussi la taxe GEMAPI. Vous avez entendu parler de ça, la taxe GEMAPI. Et figurez-vous que la précision du travail législatif est tellement importante qu'ils ont voté, non pas une limite en pourcentage de quoi que ce soit, mais en valeur absolue. On a fixé une nouvelle redevance, mais comme on n'a pas trop confiance dans les collectivités locales, on les limite à 40 € par habitant. Il ne faudra pas qu'on paye plus cher la taxe GEMAPI. Sauf que depuis lundi de cette semaine, un certain nombre de territoires, dont tous ceux qui sont au bord des fleuves ou dans certaines îles ou en bord littoral, ont désormais la responsabilité de s'occuper des digues de protection. C'est le cas sur la Loire. La Loire, c'est 550 km de digues. Et bien maintenant, depuis lundi, c'est les collectivités qui vont faire ça. Alors certes, il y a un ministre que j'aime bien, parce qu'il est angevin comme moi, qui a dit « Ah oui, non, mais on assure qu'il y aura un soutien de l'État à 80%. » Il me semblait que l'État, lui, payait 100%. Hein. Mais il dit, nous, à 80%, garanti jusqu'en 2035. Je ne sais pas si les ministres sont garantis sur une si longue durée de vie. Mais enfin, lui, il dit jusqu'en 2035, on vous assurera 80% de la couverture des risques. Sauf que les risques que l'État prenait depuis que les digues existent, c'est-à-dire depuis grosso modo le Moyen-Âge, ne sont plus les risques qu'on prend aujourd'hui. Bon, en littoral et dans les îles, c'est quand même la hausse des niveaux maritimes. Sur les fleuves, simplement les phénomènes extrêmes qu'on connaît en météo. Donc rien que tout ça, d'un seul coup, on se retrouve avec un échelon territorial. Et je prends l'exemple, parce que je ne voulais pas rester sur la Loire, je suis allé chercher un autre exemple, mais un petit exemple dans le Jura. Pour 7 km, la collectivité, le PCI qui va devoir charger ces digues, envisage donc une dépense supplémentaire de 500 000 €. C'est une toute petite collectivité. Mais ils vont mettre ça dans le truc. Alors avec les 40 € que le législateur leur a prévu, ils devraient y arriver, parce que c'est un cumul quand même, on va dire sur 10 ans, ça fera 400 €. Voilà, les citoyens vont payer 400 € par famille, vous y voyez ce que ça veut dire, voilà, pour cette nouvelle activité. Aujourd'hui, quand on parle des déchets, on n'est pas seulement chargé de la collecte et du traitement, mais on doit faire aussi un travail sur l'économie circulaire. On doit, parce qu'on est aussi dans un cadre européen, s'obliger à les réduire, et notamment de plus en plus précisément, par exemple les plastiques. On pourrait passer des heures sur ce sujet. Et nous, on y a plutôt intérêt, parce que quand on voit les résultats qu'on paye, et je reviens encore sur l'eau, aujourd'hui, dans les traitements pour avoir de l'eau potable, on prévoit non seulement d'éviter qu'il y ait des staphylocoques et autres, mais on a des obligations aujourd'hui d'enlever certaines molécules. Alors là, les pesticides, n'en parlons pas.
Mais rien que sur le plastique, vous avez tous découvert ces derniers temps ce qui était connu depuis un certain nombre de chercheurs, et notamment ceux qui travaillent à l'INRAE, qu'on a des microparticules et des nanoparticules de plastique à plus savoir qu'en faire. Eh bien aujourd'hui, on va avoir cette obligation de traitement de l'eau puisqu'on est censé délivrer de l'eau potable. Donc vous voyez que là, encore une fois, comment l'actualité d'un seul coup qui nous surplombait, elle atterrit totalement dans les territoires. Je ne sais pas si je continue sur ce que font les intercos, mais on pourrait prendre tout. La responsabilité, alors sur l'eau, je vais rester juste 2 secondes quand même sur ces questions importantes, parce que j'ai parlé de l'eau potable, donc j'insiste pas trop, mais je dis quand même que ce qu'on vit aujourd'hui avec la crise agricole, on dit qu'effectivement les agriculteurs ne veulent plus de normes, ils en ont assez. Moi je pense que ce qu'ils n'ont pas assez aujourd'hui, c'est des revenus, parce que les normes quand même, on ne les a pas inventées. Moi je viens d'une commune qui est dans la banlieue d'Angoulême, qui s'appelle Moutier-sur-Bohême. Venez y passer, c'est une super magnifique commune. On avait un captage d'eau au pied d'un logis. Nous, on est modeste, on appelle ça un logis, d'autres appelleraient ça un château. Nous, c'est un logis. On avait un captage d'eau. On a été obligé de le fermer il y a 20 ans de ça à cause des nitrates. Je veux dire, la commune en elle-même, elle ne mettait pas d'azote sur ses plantations. Vous imaginez que c'était quelqu'un d'autre qui le payait. On est allé faire un investissement de 17 millions pour un nouveau captage. Évidemment, ces 17 millions, ils sont dans la facture d'eau des usagers de l'eau. Ça ne va pas s'arrêter là. Je veux dire que demain, il faut enlever les métabolites d'un certain nombre de pesticides. On les retrouve. Charente-Maritime, c'est la commune voisine de mon département. 12 captages fermés parce qu'on en trouve trop. Je veux dire, qu'on obtienne pour la profession agricole de muter tranquillement vers plus de performances, y compris écologiques, c'est ce qu'il faut viser. Mais se dire qu'on doit pouvoir continuer à faire comme les Brésiliens, les Coréens et d'autres, des saloperies à pas cher avec des tas de produits chimiques dedans qui vont impacter la santé, non, c'est plus possible. Donc là-dessus, et c'est une difficulté, mais on le fait dans l'interco, de dire comment on peut amener à la transition. Alors, je vous donne quelques exemples, mais c'est vrai que je donne l'exemple de ma communauté. On fait des espaces d'accueil pour des nouveaux exploitants agricoles, plutôt en maraîchage. Parce que vous voyez Angoulême comment c'est. On a parlé tout à l'heure du Cognac, parce que c'est aussi dans la région de Cognac. Je suis désolé, j'en ai pas apporté la preuve, mais ça existe quand même. Hein. Ça vient jusqu'à... on a 84% des surfaces agricoles qui sont consacrées à autre chose que l'alimentation pour les hommes. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. On a besoin d'un peu plus d'autonomie alimentaire. On a besoin aussi de faire en sorte que des gens vivent de leur travail. Donc aujourd'hui, on s'est emparé de ce dossier-là. On n'y met pas beaucoup d'argent. Je veux dire, sur 3 ans, on a mis 500 000 euros. Parce qu'on a construit des serres pour accompagner des gens, etc. Donc on est sur des choses qui se retrouvent au bout du compte pour prendre en compte tout ce qu'on appelle aujourd'hui les nécessités de la transition. Et j'insiste pas sur le mot qu'il faut mettre juste à côté, qui est la transition juste, parce que si je mets ce mot tout de suite derrière, je vais me brancher forcément sur des sujets comme la rénovation énergétique pour tout le résidentiel, parce qu'aujourd'hui, qui sont ceux qui sont pénalisés par le réchauffement et les canicules ? Ce n'est pas grosso modo les gens qui ont le pouvoir d'achat suffisant pour mettre 2 voitures dans le garage de leur pavillon. Ces gens-là, ils s'adapteront toujours. Ils seront capables d'avoir la meilleure climatisation. Et en plus de ça, ils seront peut-être même écolos parce qu'ils auront une climatisation type puits canadien. On utilise la chaleur du sol, etc. Et puis des panneaux solaires sur le toit qui feront tourner la pompe à chaleur, etc., etc. Mais dans le résidentiel, il y a plein de gens qui vivent des situations catastrophiques. Et la canicule qu'on a eue ces dernières années, si elle a tendance à devenir la normalité, je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire pour ce résidentiel ? Donc, emmener les gens dans la transition, c'est faire aussi qu'elle soit plus juste, et donc qu'un centre de population, et là je parlais de catégorie résidentielle, mais on pourrait parler aussi de catégorie d'âge, et ça me plaît bien de dire ça, parce que je regarde toujours le profil de la salle. C'est vrai que, non mais on travaille pour vous les gars là, et puis les filles, parce que dans 20 ans, vous aurez l'âge de subir ce que c'est que la chaleur, et plus on vieillit, plus on a du mal à résister à la chaleur. Donc voilà, juste soyez un peu égoïste, pensez à vous, enfin je le dis pour tout le monde, mais c'est vrai que si on pensait un peu comme ça, on avancerait plus vite. Voilà, je ne sais pas, Président, parce qu'il faut m'arrêter, parce qu'à un moment donné, le fil n'est pas forcément... ça peut être un peu décousu. Qu'est-ce que j'ai oublié en matière d'énergie, d'écologie, de transition, et vous pourrez me relancer là-dessus, c'est évidemment ce que les territoires ont eu, et je vais terminer là-dessus, parce que c'est totalement dans l'actualité, même si elle est paradoxale, cette actualité. La crise énergétique et la volonté gouvernementale ont mis les territoires dans une situation incroyable. La loi d'accélération des énergies naturelles renouvelables, qui a été votée sous l'impulsion d'Agnès Pannier-Runacher, elle a ramené au niveau communal ce qui n'avait
jusqu'à présent été pensé que pour les intercos. Comment on fait un schéma de développement des énergies renouvelables locales? Eh bien non, là, les Non, Président, non. Le Sénat, lui, il avait, parce qu'on l'avait rencontré, le Sénat avait trouvé la bonne formule pour qu'on ne fasse pas un blocage sur l'interco. Et donc, il y avait quelque chose d'ouvert qui laissait aux intercos le pilotage de ça, pas la responsabilité totale, mais le pilotage, la coordination. Et c'est à l'Assemblée, pour avoir une majorité, qu'il y a eu ce retour en arrière et de dire ce sera aux communes de faire leur cartographie des zones d'accélération. Je ne vous dis pas ce que c'est une zone d'accélération parce que personne ne savait ce que c'était au départ. Les communes de moins de 1000 habitants, je vous en ai parlé tout à l'heure, 7 sur 10, évidemment, pas d'ingénieur thermicien, pas de ça, même pas les données. Et en plus de ça, donc, alors heureusement là-dessus, grande sagesse du gouvernement, il faut faire ça pour fin juin. Bon, non, finalement, on va vous laisser l'été en plus, vous ferez ça pour fin septembre. Ouais, puis à fin septembre, on sent bien que vous avez des problèmes. Moi, j'ai accompagné la ministre dans plusieurs visites dans les territoires et j'ai vu comment ça glissait. Devant des élus des Hautes-Pyrénées au mois d'août, elle disait déjà « Ouais, mais bon, c'est pas grave, vous n'avez pas fini la fin de l'année. L'essentiel, c'est que vous mettez en route. Et puis, de toute façon, vous n'êtes pas sanctionné. » Et puis, on a vu arriver des préfets qui nous ont dit « Ah non, mais 31 janvier, vous avez encore le temps de les mettre, ces cartes de... » Et j'arrête là, mais j'arrête là parce que c'est encore aller plus loin. Il y a un préfet breton qui accorde à son département la possibilité de renvoyer ses cartes pour le 31 mars. Donc l'accélération, elle n'est plus là. Les communes sont toujours, elles, dans l'embarras. Par contre, la réussite de l'interco, et on l'a vérifié chez nous, dans nos adhérents, on a vérifié que l'interco, malgré qu'elle n'y soit pas obligée, a joué le rôle d'accompagnateur, parce que l'État, dans certains départements, a bien fait le job, en aidant les maires à réfléchir, à réagir, à s'y faire, mais à plein d'endroits où c'est l'interco qui a fait le job alors qu'elle n'était pas obligée. Et donc ça, c'est la nouveauté aussi de la situation. Aujourd'hui, avec la crise et la perception qu'on a du rôle central de l'énergie, c'est devenu une affaire de territoire. Alors, vous avez vu que je n'ai pas mis de sigle encore, hein. Mais je ne vais pas en mettre tout de suite. Alors, on a un problème de micro. Oui. On a un problème de micro, donc expliquez-nous alors. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé. En fait, dans beaucoup de compétences, dans beaucoup d'intercommunalités, la compétence amélioration de l'habitat, logement, elle existe, elle est obligatoire. Et ensuite, vous pouvez l'étendre, si je puis dire. Alors expliquez-nous ça, parce que ensuite, la question ce sera, alors, les capacités d'ingénierie, une fois que vous avez cette compétence ou que vous l'avez choisie, bah, il faut le faire. Alors comment on fait? Donc l'ingénierie, est-ce que vous avez les compétences? Comment vous faites? Il y a combien d'acteurs qui peuvent vous accompagner? L'ANA, l'ADEME, le je ne sais combien, le CEREMA et d'autres. Et ensuite, il y a, on le fait. Et donc à ce moment-là, il faut les artisans. Et puis il faut le véhicule juridique. Comment vous allez? Quel est le véhicule? C'est quoi? Quel est le contrat? Le machin, etc. Est-ce que c'est... Et ensuite, c'est le financement. Donc, où trouve-t-on l'argent supplémentaire en plus de la France Rénov', etc. Donc tout ça, c'est compliqué, mais en réalité indispensable. Et c'est à la fois votre patrimoine à vous dans les intercommunalités, les écoles, etc. Et puis aidons nos concitoyens à le faire. Vous pouvez progressivement nous emmener dans ce voyage-là? Alors, je vais faire court sur le patrimoine public, mais le rôle que jouent les intercos en général, c'est d'aider au financement, à l'accompagnement du diagnostic des patrimoines publics. Donc, on a ce qu'on appelle, dans la plupart des intercos, des conseils en économie partagée, qui sont des services, donc des jeunes souvent, des jeunes thermiciens, etc., qui vont dans les communes analyser la facture énergétique, en plus on rajoute l'eau même aussi, et puis qui, à partir des écarts qui peuvent être constatés sur à la fois les sites ou en comparaison avec d'autres, font un certain nombre de recommandations communes pour baisser, en s'équipant, en investissant, pour que les consommations énergétiques baissent. Ça c'est le premier niveau pour le patrimoine public. Bon, je ne parle pas du patrimoine public des intercos, parce qu'elles le font la plupart dessus. Maintenant, parlons du résidentiel, qui est vraiment le poids, ce n'est pas le premier facteur de carbone, de production de carbone en France, parce que c'est le transport, il faudra qu'on y vienne, mais au moins restons là-dessus. Sur le résidentiel, aujourd'hui, à Intercommunalité de France, on essaye de pousser quelque chose qui est une nouvelle notion. Alors vous me direz, ça va être encore un acronyme, mais on pousse à l'idée d'être une autorité organisatrice de l'habitat. On est autorité organisatrice des mobilités, ça vous le savez, hein, sur 1253, il y a 500, un peu moins de 600 communautés qui sont autorités organisatrices de la mobilité, mais sur l'habitat, ça n'existe pas.
Aujourd'hui, comme vous l'avez appelé, Président, il y a l'ANA qui a récupéré les fonds de l'ADEME, donc maintenant l'ADEME n'intervient plus sur ces questions-là, qui dispose d'un budget augmenté, on a vu là-dessus, pour France Rénov', qui va dépasser les 4,5 milliards. Mais figurez-vous que nous, dans les territoires, on ne sait pas ce que fait l'État. C'est-à-dire que globalement, chaque année, le préfet fait le bilan de toutes les aides qui ont été faites, mais on n'a pas la géolocalisation de ces aides-là. Donc nous, en réclamant ce statut d'autorité, on veut à la fois pouvoir intervenir, connaître les données, avoir cet esprit de coopération qu'on a en permanence au titre de notre compétence développement économique avec le monde du bâtiment, qui souffre en ce moment. Mais alors vraiment, comme on n'a jamais vu souffrir autant. Et qui est plutôt en train de faire sa révolution. Qui a compris, lui, le secteur du bâtiment, que l'enjeu de la rénovation par la baisse des consommations fossiles, c'était ça l'enjeu, et qu'aujourd'hui, ils espéraient plus grand-chose des constructions nouvelles. Pendant 50 ans, c'était ça qui était le moteur. Aujourd'hui, c'est autre chose, et ils se forment, on le voit dans les lycées professionnels, on le voit aussi dans les entreprises qui subsistent, cette idée de faire de la rénovation un plus. Donc, nous, on dit, là-dessus, on est capable de les aider. Alors, ce qu'on fait déjà, avant de réclamer à la fois les moyens que l'État met en région ou en département. On dit, nous, on fait déjà, on accueille les plateformes les plateformes d'accueil pour la rénovation, c'est-à-dire de conseil. Parce que vous savez que maintenant, la loi a formalisé ça. Toute personne, tout ménage qui veut faire un projet de rénovation doit passer par un accompagnateur s'il veut bénéficier des fonds publics. C'est la meilleure des choses. Nous, on disait, il vaut mieux être un accompagnateur indépendant des fournisseurs de matériel, des constructeurs, des bâtisseurs, etc. Donc ça, nous, on joue ce rôle-là. On n'a pas attendu l'État. Pour l'échelle de Grand Angoulême, par exemple, on finance 3 passes là-dessus. On espère qu'avec les fonds qui vont redescendre via la région, parce que là encore, il y a encore la région qui filtre un peu, on pourra aller jusqu'au bout, c'est-à-dire donc accueillir les projets, conseiller, évaluer les devis proposés par les professionnels et surtout accompagner le bouclage, c'est-à-dire vérifier. Parce qu'en France, on est très fort. On a des tas de trucs, des tas de dispositifs pour lancer des choses, mais on n'étudie jamais l'impact que ça a réellement. Or, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, je ne suis pas convaincu que partout en France, les diagnostics de performance énergétique ils soient faits de belle manière. Donc, en disant qu'on va donner ça à l'Interco, on va être, nous, plus attentifs à ça. Ça peut nous coûter des sous, mais on va, avec ça, espérer travailler sur l'emploi local, donner des perspectives de carrière professionnelle à des jeunes aussi, parce qu'aujourd'hui, est-ce que faut être footballeur professionnel, influenceur pour se faire du pognon dans la vie? Non, on peut être bâtisseur, on peut avoir une entreprise qui travaille dans la rénovation. Surtout si cette rénovation, on pourra y venir après, elle est bien financée, parce que c'est un bon investissement d'investir dans la rénovation, non seulement pour faire des économies de chauffage l'hiver, mais surtout pour avoir du confort l'été. Donc tout ça, on le réclame. On espère bientôt que vous verrez arriver dans votre tableau de bord cette idée de l'autorité organisatrice de l'habitat, mais c'est ce qu'on réclame, en gérant tout ce qui sont les aides à la pierre, parce qu'aujourd'hui c'est l'État qui le fait. Mais à chaque fois, ce sont des choses différentes avec des interlocuteurs différents. Et nous, on prétend que territorialement, il vaut mieux que les gens sachent où aller, y compris à pied. L'autorité de l'habitat, c'est optionnel ou s'il faut une nouvelle loi? Alors, il faudrait faire évoluer cette compétence-là. Ça voudrait dire surtout que l'État accepte de se défaire de certaines choses, accepte de juger d'une manière ou d'une autre, y compris en contractualisant, qu'on puisse être reconnu comme l'autorité organisatrice. Aujourd'hui, on ne va pas dire qu'il n'y en a pas, parce que l'État fait une partie du job, nous on en fait une autre, les départements en font une autre, puisqu'ils sont aussi sur la sortie de précarité énergétique. Mais alors finalement, si vous interrogez un ménage, vous lui demandez, savez-vous à qui vous devez vous adresser? Aujourd'hui, ça n'est pas identifié. Quand vous avez un problème de déchets, de poubelles à sortir, vous allez aujourd'hui dans votre interco ou dans le syndicat qui la regroupe, mais vous savez où vous adresser. Vous avez un problème d'eau, vous savez où vous adresser. Sur ces questions-là, pas. Et en plus de ça, l'habitat, c'est des choix d'une vie, souvent. Donc voilà, identifier l'interco à ça, c'est aussi accompagner un mouvement qui fait qu'on ne veut pas faire dépérir les communes, mais on voit bien qu'en grossissant un peu la loupe, là, en dézoomant, on voit bien qu'on a des gens qui peuvent être performants, puis surtout qui donnent à penser qu'on vit sur un territoire sur lequel il y a des entreprises. Elles ne sont pas forcément dans la commune, mais même si elles viennent debout de l'Interco, elles vont venir travailler chez moi, refaire mon toit, refaire de l'isolation, etc., me mettre un équipement producteur d'énergie, etc., etc. Et ça l'Interco le fait, et on prétend maintenant à ce que ça soit ouvert au plus grand nombre sur la base du volontariat. Parce que c'est ça le mouvement de l'Interco. On n'est pas péremptoire sur dire
l'État est nul, la région fait rien, et puis nous, on sait tout faire. Non, il y a des volontés, mais pour l'instant, elles butent sur le fait qu'aujourd'hui, elles ne peuvent pas le faire. Voilà, donc, leur laisser la possibilité de le faire. Monsieur le Président, vous avez évoqué beaucoup d'activités des intercos. Il y a une activité que vous n'avez pas évoquée, c'est la plupart des intercos sont autorités d'organisatrices de la mobilité, et vous n'avez pas évoqué ce petit problème éventuellement de bornes de recharge ou d'équipements de mobilité. Quel est votre sentiment ? Je pensais revenir au moins 2 ou 3 fois pour vous en parler, parce que la question des mobilités, c'est un truc incroyable, parce que d'abord, c'est beaucoup trop de carbone. Enfin, il faut le rappeler, quand même, dans notre bilan carbone français, transport, c'est 30%, c'est trop. Dans le budget des ménages, c'est pas loin d'être pareil, quoi. Je veux dire, c'est assez incroyable. L'attachement à la voiture, c'est un trait caractéristique. Ça prend énormément de place, non seulement dans le porte-monnaie, mais aussi d'une certaine manière dans la tête et dans le cœur. On a du mal. Donc c'est un vrai sujet. Par contre, tout le monde est frappé de la même chose. C'est-à-dire qu'on voit bien que on ne voudrait pas culpabiliser, mais on nous dit que le carbone, c'est pas bien. Mais comment je fais pour changer ma vieille voiture ? Moi, j'avoue que j'ai toujours été assez, réactif à ces gens qui, au nom d'une certaine écologie, disaient qu'il faut supprimer, interdire le diesel, etc., etc. Non, on n'interdit pas, mais on fait tout ce qu'il faut pour que les mutations, les changements de comportement existent. Et aujourd'hui, dans les intercos, on peut faire des choses très simples. Quand on est autorité organisatrice de la mobilité, on revient sur ce modèle, parce que celui-ci fonctionne, donc pour être 600 communautés, non seulement on développe le transport en commun, mais il n'est pas si fréquenté que ça. Non seulement on localise les activités pour qu'il y ait moins de transport, etc. Et puis on veille aussi à développer un certain nombre de formules nouvelles que notamment la loi d'orientation des mobilités nous permet, et notamment tout ce qui est le financement des autres modes. Alors je parle notamment du court-voiturage. Alors je peux citer des exemples parce que comme ils existent dans la vraie vie, c'est par exemple l'agglo de Tours qui permet aux court-voitureurs, aux conducteurs court-voitureurs d'effectuer 6 trajets par jour, autrement dit un aller-retour avec 3 personnes, et de bénéficier pour chacun de ces trajets de 2 € de soutien via le versement mobilité. C'est quand même pas rien. Je rappelle, le versement mobilité en France, ça représente, je n'ai plus mes chiffres exacts, mais ça représente 9 milliards de mémoire. Et donc, sur ces 9 milliards, il y en a moins de la moitié qui vient du versement mobilité des entreprises. La billetterie, ce n'est pas grand-chose en général. Les plus performants, c'est 25%. Puis le reste, malheureusement, des fois, c'est sur le budget général. Donc, c'est invisible. Donc là aussi, il faut changer les choses et faire en sorte que les gens deviennent le réseau. Ça coûte nettement moins cher que de créer soit des lignes autonomes, soit de se payer des bus, parce qu'il y a des heures où des bus, ils ne tournent pas. Si on regarde la vie telle qu'elle est faite, il y a des heures particulièrement critiques le matin et le soir. Et imaginez qu'on va développer ça, c'est à la fois de moins d'investissement structurel, plus d'investissement dans le comportement. Et puis, encore une fois, c'est aussi faire réseau, tout simplement, mais humain, quoi. Et aujourd'hui, les solutions, elles existent. On voit des réseaux de covoiturage. Je vais citer le cas de Flers dans l'Orne, où le réseau de covoiturage, il est hybridé avec le réseau de transport en commun, parce que c'est ça. J'ai un smartphone. Comment je fais pour aller à tel endroit ? Il n'y a pas des lignes de bus partout, mais s'il y a un véhicule qui est dans le réseau et qui peut m'emmener à tel endroit, je sais que je vais pouvoir me déplacer. D'où la question que peut se poser n'importe quel ménage au moment où il doit changer sa 2e ou sa 3e voiture. Est-ce que j'en ai besoin ? Et là, par contre, on va aussi mettre d'autres choses dans la tête des gens. Et ça commence à fonctionner. Les voitures en autopartage, alors là, c'est vraiment une rupture culturelle quand même. Le fait aussi d'inciter les loueurs sur les véhicules d'occasion, parce qu'on a besoin de ça. Encore une fois, mettre moins de voitures dans la ville. Mais c'est très compliqué. Je vous cite l'exemple de l'agglo d'Angoulême. On est aujourd'hui à 20 000 personnes qui rentrent dans la ville-centre tous les jours. D'abord, il faut du stationnement, ce qui est une... Enfin, bon, je veux dire, quand on y pense, c'est un peu bête. Donc, moins on mettra de voitures, moins on aura un besoin de stationnement. En plus, on ne sera jamais une ZFE, puisque la loi, aujourd'hui, est tendance à s'évaporer, parce qu'il ne va plus rester grandes collectivités qui vont avoir des ZFE. Mais on a plein de choses. Par contre, il faut quand même vous rappeler les chiffres. Hein. Pour travailler là-dessus, je suis allé voir quand même ce que ça coûtait de mettre, ce qu'on mettait en termes de transport en France. Alors, c'est le CEREMA, justement. Je ne donne pas l'acronyme, hein, c'est vous, Président, qui devez le faire. On dépense aujourd'hui à peu près tout pour la bagnole, puisque finalement,
on peut déduire des impôts les frais réels quand on est conducteur de sa voiture. On se fait rembourser les frais kilométriques de sa voiture, même si on est tout seul dedans. Et puis, plus dans le standing, on peut avoir une voiture de fonction. Ben ça, le CEREMA a travaillé là-dessus. C'est l'équivalent de 30 milliards d'euros. Et avec ces automobilistes, souvent autosolistes, c'est 20 milliards qui ne viennent pas dans les outils de transport collectif ou dans les autres modes de transport. Donc on a intérêt à changer le regard sur la voiture. Mais bon, on sait bien que ça se heurte à un certain nombre de choses, donc je ne vais pas développer sur les niches fiscales, puisque c'est le premier ministère français. Il y en a beaucoup à changer dedans. Et si la voiture est électrique, alors, la voiture électrique, en plus, alors là, c'est pareil. Qu'elle soit électrique ou thermique, dans la ville, la voiture, c'est toujours, en grosso modo, 10 mètres carrés, on va dire, pour faire court. Parce qu'en plus de ça, elle s'élargit de plus en plus, ce qui nous pose des problèmes dans les rues, ce qui nous pose des problèmes de stationnement. Donc, le regard sur la voiture, ce n'est pas seulement sur le modèle. Il faudra aller, évidemment, vers l'électrique. Mais en plus, on pourra toujours se poser la question de quelle électrique, parce que c'est pour avoir si on est sur des centrales à charbon, ce qui n'est pas le cas, mais ça serait quand même le même problème. Et puis surtout, la façon dont on l'utilise. C'est le cocon familial, OK pour la première voiture, mais la deuxième, essayons de la partager, essayons de l'avoir en autopartage, en covoiturage, etc., etc. Donc, il faudra y venir. Moins de voitures, de toute façon, on n'a pas les moyens. Je veux dire, si on électrifiait le parc français en voitures électriques, c'est toute la consommation mondiale de lithium qu'on prendrait rien que pour nous, les Français. Que je sache, on n'est quand même pas la nation du monde qui peut avoir cette prétention. Donc déjà, il y a un barrage. Ne faisons pas croire que ça sera possible. Donc imaginons, plutôt que de faire croire, imaginons, c'est la façon dont on va devoir s'adapter. Je reste sur les transports parce que nous, les collectivités organisatrices de la mobilité, on a des parcs de bus qui vont devoir être changés. Après 2030, on ne peut plus acheter de bus thermiques. On a un vrai souci, donc il va falloir qu'on réinvestisse. Grosso modo, on a un besoin là-dessus parce que le financement aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, versement mobilité la moitié, mais il est limité. On peut pas aller. Il y a une règle du jeu que nous ne fixons pas sur la part salaire des entreprises de plus de 11 salariés. La billetterie, on ne va pas non plus l'augmenter, sinon les usagers qui ne sont pas encore assez nombreux dans les bus et dans les moyens de transport, ils ne viendront pas. Donc il faut vraiment qu'on ait, à la fois pour l'aspect républicain, pour que tous les territoires seraient pareils, une aide de l'État, et grosso modo, l'Institut pour le climat, pour l'économie pour le climat, Life for Sea, a évalué ça à peu près. Il y a un besoin de financement de 5 milliards d'euros. Mais au moins avec ça, on peut développer toutes les approches que je viens de citer. Les collectivités en mettraient plus du double. Mais au moins, on pourrait sortir de ça. Mais encore une fois, la voiture, mais pas électrique évidemment, mais pas que. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur le sujet? Parce que alors sur les bornes de recharge, reconnaissons que le problème il existe pour les communes touristiques, mais aujourd'hui le principal lieu d'approvisionnement électrique, c'est d'abord le foyer. En général, un garagiste ou un constructeur qui vend une voiture électrique, maintenant, il propose aussi quasiment la borne. Enfin, je veux dire, ça reste une offre. Le marketing s'est développé là-dessus. La borne à domicile, avec la recharge en heure creuse. Bon, après tout, ça aidera au pilotage de la production électrique. Et vous savez tous, parce que vous êtes des gens curieux, vous savez tous qu'aujourd'hui, il y a même des startups qui ont conçu des projets coopératifs de voitures électriques transformées en stockage, déstockage de l'électricité. C'est-à-dire on stocke à un certain moment et puis on s'autorise. Et là, la facturation électrique pour le consommateur est évidemment allégée à lui reacheter son électricité qu'il a mis sur sa voiture à certains moments. Donc on peut travailler là-dessus. Bon, on ne va pas en faire un truc pour faire ça à grande échelle, mais ça reste dans les possibilités. Avant de passer aux questions, soit dans la salle, soit à distance, le gouvernement a mis en place un dispositif appelé Plan Vert pour le financement des collectivités locales. Avez-vous quelques expressions sur ce sujet? Ah oui, alors au début, moi, je me disais encore un truc de plus, et maintenant, je me dis, heureusement que ça existe. Parce qu'en fait, et c'est bien quand on sort de temps en temps un truc dont on lui donne pas de prénom, de mensuration, etc. On dit, voilà, on lance un truc. Et c'est à peu près ça. C'est un tiroir avec plein de choses brillantes dedans, et c'est plutôt intéressant. Quand moi, je vois les projets qui naissent dans les territoires, ça va aller vraiment vers les petits projets de transition. Je vois ma commune, là, on a ce projet de désimperméabiliser la cour d'école, replanter des arbres, aménager différemment les jeux. C'est le fonds vert qui va nous aider.
Il va nous aider partiellement aussi sur le changement de chaufferie, parce qu'on a une chaufferie bois qui doit être renouvelée. Ça. Mais quand on voit la diversité des projets, c'est une bonne nouvelle. Par contre, ce n'est pas suffisant. C'est un peu comme le fonds chaleur de l'ADEME. Quand on voit à quel point ça fonctionne bien quand les collectivités mesurent comment elles peuvent être aidées, voilà. Mais le fonds vert en lui-même, il mérite bien son nom. Et par contre, il faudra trouver que il faudra vraiment que assez rapidement le législateur et surtout les ministères, quand on aura enfin un ministère déclinable, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, même si on a perdu l'énergie qui est partie partiellement à Bercy, nous disent vraiment ce qui sera fait comme effort pour décarboner, sortir vite des fossiles, parce que c'est toujours ça les marches. Je rappelle quand même que dans le plan national d'adaptation au changement climatique, il est prévu quasiment la sortie de toutes les chaufferies fuel. Ça coûte de l'argent, ça ne va pas être simple. Donc il faut que tout ça, ça soit mis aussi. Alors pour l'instant, on peut avoir un peu de sous à travers le fonds vert là-dessus aussi, mais ça ne sera jamais suffisant pour le besoin à satisfaire. Alors quelles sont les autres ressources alors ? Alors, il y en a un certain nombre, puis il y en a qui pourraient arriver. Moi, j'ai plutôt envie de parler de celles que nous, on voudrait voir venir. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure des énergies renouvelables. Aujourd'hui, quand une entreprise vient faire un projet d'énergie renouvelable, méthanisation, éolien, photovoltaïque, elle a un cadre qui a plutôt évolué, puisqu'il y a une loi d'accélération, donc ça devrait lui faciliter la vie, aller plus vite, etc. Mais les collectivités, on a quoi ? Alors, on a une fiscalité qui s'appelle l'imposition foncière sur les entreprises de réseau. Mais alors, on n'a pas du tout la main là-dessus. Avant 2021, le kilowatt photovoltaïque, on touchait 7 €. C'était la puissance crête de l'installation, on touchait 7 €. Puis l'État a dû juger que c'était Bercy. Mais là, ce n'est pas les économies pour lui, là, c'est les économies pour nous qu'il nous a fait volontaire. Il a baissé ça à 3,14 €, sans nous consulter. Ça s'appelle l'IFER, c'est ça. Et nous, ce qu'on réclame, c'est des centimes additionnels sur l'IFER. Que nous, collectivités, on puisse bénéficier de ces projets de développement, cette nouvelle richesse territoriale qui est diffuse, qui est partout, qu'elle puisse naître de la coopération avec les porteurs de projets. Qu'ils viennent de loin, parce qu'ils sont plus nombreux à venir de loin que de près, qu'ils soient faits par des entreprises locales ou par des citoyens, mais que dessus, il y a une fiscalité pour accompagner le reste. Parce que derrière, encore une fois, s'il doit y avoir de la richesse liée à l'énergie, il faut qu'on s'en serve aussi pour les politiques énergétiques. Et je ne reviens pas sur le financement de la rénovation énergétique, mais ce sont beaucoup d'argent qui nous manque. Sauf qu'on n'a pas. Moi, pour avoir côtoyé Madame Agnès Pannier-Runacher pendant presque 2 ans, puisque j'ai copiloté à sa demande un groupe de travail sur l'efficacité énergétique préparatoire à la loi énergie-climat, on a fait un certain nombre de propositions. Bon, évidemment, cette loi, je ne sais pas si un jour elle sortira. Mais ce que je retiens dedans, c'est qu'on était à peu près d'accord pour dire qu'il fallait quand même alimenter les territoires, ne serait-ce que pour une chose élémentaire, rendre acceptables les projets. Aujourd'hui, moi je vois dans ma commune, parce que j'ai la chance d'avoir une magnifique commune, on avait déjà, nous, lancé du photovoltaïque sur nos bâtiments, etc. Puis on a eu des porteurs de projets qui viennent nous faire ils venaient pour faire 30 hectares à l'entrée du bourg. Je ne vous dis pas le topo. On a eu aussi un projet éolien avec 2 enquêtes publiques. Puis il est redevenu vivant parce que la Cour d'appel administrative a cassé l'arrêté du préfet qui l'interdisait. Donc on est soutenu par ça. Mais la population, elle n'en veut pas. Alors il y a les plus conservateurs du patrimoine qui disent nos paysages vont changer. Mais les autres qui disent aussi, ouais, mais c'est des gens qui viennent faire de l'argent sur notre dos et on n'en tire pas profit. Donc là-dessus, le financement, il doit venir aussi du développement. Donc pour continuer à se développer. Alors l'autoconsommation, ça c'est des nouveaux dispositifs qui sont super intéressants. Alors puisque vous m'interrogez là-dessus, donc les changements qui ont existé quand même, qui sont plutôt drôlement intéressants. Alors d'abord, on a ce qu'on appelle un dispositif qu'on allait chercher en Allemagne, je pense, puisqu'on a un correspondant allemand là, l'Intracting. Sauf que ça a du mal à décoller. Mais pourtant, c'est la bonne solution. C'est de dire il faut vraiment se payer sur la bête et sur l'économie. Parce que c'est la pédagogie qui est en mouvement. Les avances remboursent. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est pas mal. Mieux que l'Intracting, si on peut dire, pour lancer surtout le chantier, c'est ce qu'on appelle le tiers financeur. Parce que ça, c'est un dispositif qui a échappé, enfin, qui n'est pas sous l'horizon Intracting, mais c'est à peu près la même chose, c'est de dire, vous faites des travaux et le remboursement ne commence que quand vous avez un nouvel équipement, soit qui vous provoque des économies de consommation énergétique, donc des économies financières, soit la production énergétique qui, elle, va vous donner des recettes et vous commencez à rembourser que quand c'est démarré. Le chantier est fini,
payez pas d'avance. Voilà, on ne paye pas d'avance. Ça. Et puis le troisième truc, et je voudrais insister là-dessus, c'est la bagarre, elle est à trouver sur la richesse qu'on a dans notre pays riche. Parce que je ne sais pas si vous êtes dans la salle, là, combien, normalement la moitié. Hein. Mais à mon avis, vu le profil sociologique qu'on retrouve à Paris, ça doit être un peu plus qu'ici, mais il y a plus d'un ménage sur deux qui a un contrat d'assurance vie. Et ben, quand on met tous ces contrats d'assurance vie ensemble en France, ça fait un peu plus de 1800 milliards d'euros. Ils sont où ces 1800 milliards dans la transition énergétique? Bah, presque rien. Vraiment, c'est epsilon. On en mettrait seulement que 5%. Ça fait une dizaine de milliards tous les ans là-dessus. Avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, là déjà, on en finance à peu près plus d'un quart. Mais si on en met encore un peu plus, parce qu'on vote des éléments favorables à ça, on a les moyens en France, sans aller chercher à l'extérieur, sans faire les caliméros et pleurer auprès de l'État, etc., qui ne nous fait rien. On a les moyens. Je veux dire, les épargnants, il faut les mettre dans le coup aussi du changement. Et là-dessus, localement, il n'y a pas mieux pour illustrer un problème. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui soutiennent des projets d'ENR en mettant leur épargne. Ouais, les banques, vous les connaissez, les banques? Bon. Emmanuel Vargon, ministre du Logement, a inventé un truc génial. Un truc génial qui ne décolle pas, qui était censé couvrir le reste à charge des opérations de rénovation énergétique des ménages. Soit parce que les ménages étaient trop vieux. Bon, quand on est vieux, on ne va pas faire un investissement à plusieurs dizaines de milliers d'euros, alors que, bon, donc on laisse le bâtiment en déshérence et puis on continue à payer la facture d'énergie. Soit les ménages étaient trop pauvres et ne pouvaient pas assurer le reste à charge après des travaux de rénovation. Emmanuel Vargon a inventé ce truc qui s'appelle projet avant mutation. Et normalement, Crédit Mutuel et Banque Postale devaient accompagner ce mouvement pour financer ça. Autrement dit, ils viennent, ils payent le reste à charge, et quand le ménage pauvre déménage, au moment de la vente, la banque récupère, normalement, un logement qui a été rénové et qui est performant énergétiquement, il a pris la valeur, et donc il n'y a pas de souci pour le ménage, il ne va pas perdre de l'argent à ce moment-là. Pareil pour les vieux ménages, pour les ménages de vieux, au moment de l'héritage, ben, effectivement, le logement a pris de la valeur, et donc l'héritage, il n'est pas forcément diminué. Mais au moins, on a d'un seul coup deux types de logements qui vont devenir performants. Malheureusement, ça ne décolle pas, parce qu'en France, on pense toujours à des choses qui existent depuis longtemps. Ah bah oui, mais bon monsieur, prêt hypothécaire, c'est quand même mieux. Bah oui, mais voilà. Donc, vous voyez, pour les financements, il y a le monde bancaire a des sous. Bon, je ne vais pas tous les critiquer, y compris le Crédit Mutuel que je connais un peu. La banque des territoires pour les collectivités, oui, oui, ils y sont, on n'a pas de souci là-dessus. On a un certain nombre de fonds qui ne posent pas de problème. Ça me permet quand même d'élargir un peu le propos sur le fait que vous avez tous entendu parler, et si vous ne le saviez pas, mais il y a eu avec Jean Castex un moment à Cahors où on a dit qu'il fallait que tout le monde s'y mette pour resserrer les finances publiques. Donc il y a eu un accord pour que dans les collectivités, les budgets et l'endettement obéissent à des critères, un peu comme Maastricht, on avait fait la même chose. Et on est arrivé à des choses aussi insensées que de dire pour tout le monde, ce sera un endettement dont la sortie ne pourra pas dépasser 12 ans. Et là-dedans, la transition énergétique, écologique, qui coûte plein d'argent et qui demande un amortissement sur le long terme, ben, si on en fait beaucoup, on ne peut pas, puisqu'on est sous ce critère 12 ans d'endettement maximum à rembourser. Donc, depuis peu, mais on a fait qu'une toute petite partie du chemin, c'est-à-dire depuis cette année, on va pouvoir comptabiliser dans l'endettement des collectivités tout ce qui est endettement vert. C'est quand même une meilleure chose pour que les nouveaux ratios, qui sont des points de jugement assez importants, y compris pour le grand public, puissent dire que la collectivité, elle est endettée certes plus de 12 ans, mais dans ces 12 ans, il y a ces investissements qui sont pour la transition écologique ou énergétique. Ça, c'est extrêmement important aussi. Ça, c'est la méthode, la gouvernance, mais il faut le dire. Les sous, ils existent, il n'y a aucun souci. Performance énergétique, vous avez un certain nombre d'outils de ce genre-là, ou les marchés globaux de performance. Oui. Alors ça aussi, c'est dans les collectivités, la plupart qui en étaient à se poser la question, toujours quand elles se sont posées la question, elles y sont parties. Je pense à la collecte de déchets, comme la performance énergétique des bâtiments. C'est quelque chose qui fonctionne bien, ça, parce que ça engage tout le monde, ça met en responsabilité. Bon, évidemment, ça oblige à changer un peu le code des marchés publics, mais on voit qu'on peut travailler différemment. Mais l'idée, d'un seul coup, c'est qu'on fait intervenir non seulement les questions d'euros, mais on fait
rentrer aussi dans ces engagements-là le CO2, parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu. Il faut que le carbone, comme l'euro, ça soit un critère enfin même plus que l'euro, un critère du bien-être et de la satisfaction des besoins principaux de la population. Dans le marché, vous pouvez mettre le CO2 ? Non, mais l'idée, c'est de dire, si on veut un contrat de performance, on veut des critères simples et dire voilà ce qu'on peut abattre comme carbone. Il faut le mettre maintenant aujourd'hui, que ce soit mais même pour un marché de cantine de restauration municipale. Aujourd'hui, dans un marché de restauration municipale, on se servait de ça avant pour éviter que nos artisans soient concurrencés par des boulangers industriels qui viennent de 100 km. On mettait ça pas plus de tant de kilomètres. Mais maintenant, au lieu de mettre tant de kilomètres, on dit tant de carbone à la facture. Et bien, ça marche. Parce que la plupart du temps, les contrats, c'est sur la consommation de kilowattheure et pas sur le CO2. Non, mais ça, oui, on est d'accord, hein, mais si le kilowattheure il est électrique, bon, ça va être un peu compliqué. Mais il n'y a pas que l'énergie dans la vie, il y a aussi d'autres prestations qui doivent servir aussi, qui peuvent être identifiées en carbone. Et franchement, la bagarre, elle est là-dessus, quoi. On peut plus dire qu'on ne fait rien. Le stock, il est là-haut, il continue à augmenter, et c'est pas possible, quoi. Il faut non seulement s'adapter, mais il faut aussi commencer à atténuer, parce que sinon, on va léguer un truc absolument invraisemblable, affreux, quoi. Plusieurs remarques. D'abord, sur le reste à payer. J'étais dans les débats, évidemment, à l'Assemblée nationale, puisque j'étais député jusqu'à 2022, et je préconisais plutôt que ce soit une charge portée par la Caisse des dépôts. Elle a tout à fait les moyens et elle peut inscrire ça dans ses comptes longs, de porter le reste à charge pour les ménages pauvres ou les ménages anciens, vieux, comme tu le dis, Jean. Et c'était beaucoup plus facile, me semble-t-il, que passer par des banques qui, elles, réfléchissent à d'autres outils et à d'autres valorisations, car elles ont d'autres objectifs que servir l'intérêt commun, soyons clairs. Chacun est dans ses propres objectifs. La Caisse des dépôts, elle est dans les objectifs des politiques publiques. Donc peut-être ton avis là-dessus. Sur la question du financement, il y a de plus en plus, et on n'arrive pas à déverrouiller, toujours pareil, ce sont les banques qui bloquent, le financement participatif en mobilisant les citoyens. Il y a par exemple une start-up qui s'appelle Collecticity qui permet de collecter auprès des citoyens des financements, des prêts, afin de faire du financement participatif, notamment sur des projets d'énergie renouvelable, mais c'est plafonné à 25 000 €. C'est très compliqué de monter au-dessus. On imagine 25 000 €. On peut même imaginer des dons de citoyens qui, justement, sont mobilisés pour les collectivités. Quelle est ta perception là-dessus? Et enfin, le dernier point, est peut-être plus structurel, c'est comment on repense complètement notre rapport à l'énergie, sans du tout critiquer le modèle énergétique français qui part d'une vingtaine de sites pour couvrir 75% de l'électricité française, tous les sites nucléaires. On a éloigné le citoyen de la relation à l'énergie. Cette transformation qui ne rejette pas le nucléaire, mais qui apporte aussi de la production énergétique locale, n'est-ce pas aussi le moment de renouer les citoyens avec l'énergie, les acteurs locaux, de se mettre autour de ces sources d'énergie propres à chaque territoire? J'habite maintenant dans le Gers, l'éolien n'existe pas dans le Gers, voilà. Par contre, on peut faire de la biomasse. Comment on se retrouve autour de notre propre énergie? Et en cela, le modèle de projets alimentaires territoriaux, que tu connais très bien, est-ce qu'on ne peut pas l'imaginer, le décliner en une sorte de, je l'invente en direct, en projets énergétiques territoriaux, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes, des politiques, des acteurs économiques et des citoyens se retrouvent dans un projet d'une sorte de résilience du territoire. Voilà, 3 questions. Merci. On n'aurait pas dû aller chercher les banques et la Caisse des dépôts pour faire ce travail-là. On n'oublie pas qu'on a fini par mettre des choses dans nos têtes qui étaient invraisemblables, mais à chaque fois, quand il y a une épreuve, on peut changer. Moi, je me souviens par exemple du gouvernement Fillon. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à un moment donné, il a relancé l'idée des investissements publics. Et d'un seul coup, eh ben, la Banque des dépôts, elle a réutilisé un mot qu'on n'utilisait plus déjà depuis quelques décennies, c'est 40 ans. Ah oui, parce que c'était la règle du jeu, c'est qu'il fallait que ça tourne, et donc on faisait du 20 ans maximum. Et là, d'un seul coup, sous le gouvernement Fillon, donc c'est un peu loin quand même, mais on est sorti du 40 ans. Ben, 40 ans, c'est un horizon assez normal pour la transition énergétique. Je veux dire, ça ne sert à rien de le prolonger, parce que si on n'a rien fait dans les 40 ans, ça va être terrible après, mais au moins, on voit que ça peut changer. Donc effectivement, par contre, quand même les banques privées, je veux dire, elles ne sont pas folles non plus. Il y a des moyens pour les inciter à faire en sorte que les comptes de dépôt de
de leurs clients ils soient mieux utilisés. Mais aujourd'hui, on n'ajoute pas à la rentabilité en euros les autres formes de rentabilité que j'évoquais tout à l'heure. Pourquoi on ne mettrait pas la performance carbone des placements financiers? Parce que ça peut. Mais tout ça, c'est du travail réglementaire, donc on peut lancer plein d'idées, mais bon, on connaît le fonctionnement, c'est un peu compliqué. Oui, mais les moyens d'incitation ne permettent pas de déclencher quelque chose de significatif. On n'est pas très différent d'autres pays, et j'avoue que je n'ai pas une culture financière et bancaire suffisante pour savoir si d'autres pays ont réussi ça. Sur le deuxième point, alors là, pour le coup, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais quelle est la place du citoyen dans la transition énergétique? Il est consommateur, mais est-ce qu'il ne peut pas être acteur? Alors si, alors là, les exemples, il y en a partout, y compris qui permettent d'espérer. Alors, je vais citer l'exemple de la Charente-Maritime, parce que c'est un département qui a longtemps été présidé par Dominique Bussereau, qui a été un ministre de l'Agriculture performant, mais qui a aussi été le premier département à voter un moratoire sur l'éolien, et dans lequel se sont engouffrés un certain nombre de départements. Je ne sais pas combien ils sont, mais il y en a plus d'une dizaine qui ont voté ça. Et la bonne nouvelle, c'est que dans les jours prochains, là, dans les 15 jours, 3 semaines, en Charente-Maritime, il y a une ferme éolienne qui va naître et qui a été entièrement portée par les citoyens, la communauté de communes et la commune d'Andilly. Et ce qu'il faut dire là-dedans, c'est que, alors la performance en soi, ce n'est pas très original. Ils ont trouvé l'argent, ils sont devenus majoritaires dans la société d'exploitation, mais surtout, sans loi d'accélération, ils ont considérablement raccourci les délais entre le lancement de projet et l'injection d'électricité dans le réseau. Tout simplement parce que ce sont les citoyens qui s'en sont occupés. Et que les opposants qui auraient pu exister, ils ont été ou convaincus ou désespérés d'aller contre ce groupe humain, finalement, qui faisait le sens territorial. Et donc, on voit bien là-dessus que, encore une fois, je le redis, les Français, pour une partie de leur épargne, il ferait mieux de sortir de chez l'écureuil et d'aller sur ces projets-là, et notamment des projets locaux qui peuvent être amenés à connaître. Mais ils peuvent le faire aussi, et je peux faire le lien avec le troisième point, sur l'investissement qui est nécessaire aujourd'hui pour une nouvelle forme d'agriculture. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut faire de l'agriculture urbaine, mais on a besoin quand même d'agriculture dans les milieux urbains, périurbains. Il faut installer aussi cette production locale. Ça ne sert à rien d'imaginer qu'il va y avoir une partie de la Loire-Atlantique qui va produire tous les légumes maraîchers, si c'est pour les exporter à Strasbourg, etc. Je veux dire, il faut que dans les territoires, on puisse installer des jeunes. Et le financement de ces installations-là, quand on n'est pas descendant, fils ou fille d'exploitants, il est capitalistiquement impossible en général. C'est des investissements trop lourds. Alors évidemment, il y a des assos, genre Terre de Liens, etc., qui font des choses, mais à travers notamment ce genre d'association, qu'on puisse amener les citoyens à mettre de l'argent, y compris sur la production. Alors là, elle est énergétique, alimentaire, on va dire, mais c'est toujours le même principe. C'est on utilise la nature, on produit des choses localement, et on donne à penser que finalement, on n'est pas plus con que les autres, mais on est moins dépensier en carbone, et souvent aussi en euros, parce qu'on a des produits dont on connaît le producteur, etc. Donc là, le citoyen, il a toute sa place à travers son rôle d'épargnant. Il fut longtemps où on disait que le consommateur était roi. Je n'avoue pas trop croire à ça, mais croire plutôt au citoyen investisseur qui peut être consommateur de son investissement. Ça, oui, je crois que ça peut fonctionner. Eh bien, pouvez-vous nous donner quelques indications? On a bien vu la complexité de ces sujets. Comment l'intercommunalité peut participer à la réduction de cette consommation d'énergie? Il y avait un autre groupe de travail qui s'appelait Sobriété. Donc, il y a eu d'autres gens qui ont travaillé dessus. Et puis, nous, on a travaillé sur l'efficacité. Moi, je pense qu'on aurait pu faire un groupe de travail, mais comme ce n'est pas moi qui avais fait le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher qui avait pondu cette formulation, moi, j'aurais aimé qu'on parle de satiété, qu'on se dise comment on satisfait les besoins. Ça aurait peut-être été sans doute une meilleure interrogation, mais n'empêche, comme on a travaillé, je vous en restituer quelques éléments. Non, mais c'est intéressant. Vous auriez préféré satiété plutôt que sobriété. Mais évidemment, parce que derrière, il y a plus que la réduction qui est toujours, en plus de ça, vous connaissez la formule qui suit tout de suite, écologie punitive. Et donc, les mots ont énormément d'importance. Moi, j'ai toujours dans la tête la phrase de Camus, à mal nommer les choses, on ajoute à la misère du monde. Et la misère du monde, elle est plutôt écologique et énergétique. Donc, je ferme la parenthèse. Je reviens sur le travail qu'on a fait avec Bruno Millienne. Et donc, tous ces gens qu'on a auditionnés, donc on a auditionné les banquiers aussi. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais pas des choses sympas, mais je ne les ai pas trouvés très moteurs. Par contre, les gens du bâtiment, je les ai retrouvés très intéressants. Et moi, j'ai découvert, je croyais être dans le bain complètement, mais on n'a jamais assez de cas sous les yeux pour comprendre comment ça fonctionne, mais y compris sur le diagnostic de performance. Et aujourd'hui, la presse,
en délivre régulièrement des exemples. Je veux dire, c'est du n'importe quoi. Or, comment peut-on agir si on ne connaît pas? Si on ne sait pas d'où on part et si on ne sait pas de quelle manière où on peut aller en matière de rénovation énergétique. Donc, on a fait des propositions là-dessus pour clarifier ça. Moi, j'ai découvert, par exemple, alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça vous dit quelque chose, RGE. Oui, ça. Ouais, bah oui. Et qu'est-ce qu'il faut pour être RGE dans une entreprise? Que vous ayez 10 salariés ou 10 000, il vous faut une personne qui ait fait une formation de 2 jours et demi. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Sur le bâtiment, il fallait clarifier les choses, rendre plus performant, c'est le coup, un certain nombre d'outils qui existent et qui ne le sont pas. Donc sur le diagnostic, il faut vraiment qu'on améliore ça. Donc la ministre là-dessus avait pris toutes les propositions qu'on a faites. J'en cite une autre accessoirement, parce qu'elle est disparue dans le grand ensemble, mais pour moi elle est importante. C'était un truc technique, ça s'appelle le rétrofit. Bon, tous les spécialistes savent ce que c'est, hein. On change une motorisation thermique en motorisation électrique, mais nous on se dit que pour l'efficacité énergétique d'un véhicule, ben effectivement l'efficacité climatique, c'est aussi peut-être de faire changer de mode d'alimentation, donc un moteur électrique plutôt que thermique. C'est aussi éviter d'avoir à importer du chinois ou de l'américain, Tesla, etc., etc. Travailler sur un parc. Alors, on espère que ça va suivre. Dans les lycées professionnels, on voit aujourd'hui que les jeunes se forment non seulement aux futurs moteurs à hydrogène, mais aussi travaillent aussi sur tout l'enjeu du rétrofit des véhicules légers comme des véhicules lourds. Et ça, c'était aussi une façon de dire comment on pouvait améliorer l'efficacité énergétique. Bon, après, encore une fois, il faudrait relire nos propositions. Ouais. La grande douleur, c'est qu'on a bossé. Je ne vous cache pas qu'à mi-septembre, quand on a rendu les travaux boulevard Saint-Germain, on était plutôt fiers, même si Bruno n'était pas là. Donc il y a des applications en cours. Voilà, non, mais voilà, Bruno n'était pas là, mais on a fait le débriefing après tous les deux. Et puis le soir même, la ministre disait que des choses c'était intéressant, etc. Et le lendemain, on apprenait que le projet de loi était emporté. Voilà, donc j'arrête là pour ce qui est de cette contribution. Encore une fois, les points marquants, c'est dans le bâtiment, il y a des volontaires. Il y a de quoi faire. Et je ne parle même pas des opérateurs, des producteurs, par exemple, d'appareils électroniques, etc., pour la domotique. On a interrogé tous ces gens-là. Aujourd'hui, on a plein de choses intéressantes qui devraient nous permettre de piloter nos consommations. Ça reste encore un peu du gadget. Mais on ne passe pas de la réflexion à la... Non. Alors, cela dit, on n'a pas toujours besoin d'une loi pour agir. On n'a pas toujours besoin d'une loi. On a besoin parfois aussi d'images qui prennent sens. Moi, je le dis sans faire de pub, mais je vais dire, allez chez Leroy Merlin et mesurer le linéaire d'accessoires pour piloter vos consommations électriques. On n'en a jamais eu autant. Ils organisent des stages de formation. S'ils n'en font pas ça, demandez-leur. Je veux dire, c'est Castorama, les autres, tout ça, parce que le changement, il viendra aussi de l'action du consommateur qui se forme pour ça. Et après tout, c'est accessible, il faut le faire. Ça aussi, c'est de l'usage individuel, mais encore une fois, les petits ruisseaux, des fois, arrivent à faire des rivières d'une certaine taille. C'est qu'effectivement, on voit bien qu'on est dans un univers où il y a beaucoup d'indicateurs, beaucoup de formations, beaucoup de techniques, et l'information, elle n'arrive pas obligatoirement au niveau de tous les élus. Et il manque de formation pour prendre des décisions. Comment on peut répondre à ce problème de la formation des élus? Il y a j'allais dire, formation ex nihilo, produite à l'extérieur de sa vie personnelle ou de sa collectivité. Ça existe, hein, il y a un catalogue. Il n'est pas très, très utilisé. Il y a autre chose aussi, c'est l'échange de pratiques, de bonnes pratiques. Donc ça, c'est l'effet réseau. Et c'est vrai qu'à Intercommunalité de France, c'est un peu notre chantier permanent. Moi qui préside sa commission des transitions, c'est vrai qu'on multiplie les exemples. Et puis, on n'attend pas les réunions de commission. On fait des échanges de territoire. On vérifie que l'expérience des uns, notamment sur la gestion temporelle des dossiers, elle peut être améliorée. On est en permanence sur les échanges de bonnes pratiques. Et ça contribue à l'évolution douce des mentalités. Parfois, il y en a qui sont surprenants parce qu'ils n'y connaissaient rien, mais ils ont compris quelle était la demande sociale de leur territoire. Ils ont compris où il y avait des opportunités de créer de la richesse à partir de la production d'énergie, etc. Et d'un seul coup, ils accélèrent, alors que ce n'était pas leur tropisme politique. Il faut reconnaître que l'écologie, pour certains, n'aurait jamais dû être enfermée dans un parti. Je ne veux pas répondre à cette question, mais je reconnais que l'écologie telle qu'elle est vécue aujourd'hui dans sa dimension énergétique, elle transpire un peu partout. Pas chez tout le monde de la même manière, mais elle transpire un peu partout. Donc les élus, finalement, s'acculturent à ça. Est-ce que c'est de la formation ? Après, derrière, quand on est élu, souvent, on arbitre entre des données qui viennent de bureaux d'études ultra spécialisés. Et là, il faut, pour le coup, plutôt avoir un projet, une vision.
Et là, c'est autre chose. Donc avoir pour une vous, vision c'est de territoire. surtout information pour prendre des décisions. Non, c'est pas seul. Non, ça, il en faut. C'est l'essence même du moteur du développement local. Mais il faut surtout avoir une vision. Il faut qu'un projet de territoire, il soit posé en termes de comment le territoire sera plus encore dans le bien-être à tel terme. Et quels sont les vecteurs qui sont à notre disposition sur lesquels on peut travailler pour avancer. Si on arrive à formuler ça, on embarque tous les élus. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui sont récalcitrants ou grognons, etc. Et puis qui voient plus les barrages, donc ils disent « Oh là là, mais ça va coûter ça. Oh là là, mais on n'a pas les moyens. Oh enfin bon, mais quand on donne à comprendre que tout est lié, qu'on va travailler sur l'eau en même temps que sur les déchets, qu'on va travailler sur l'énergie en même temps que sur le bâtiment, on arrive à faire en sorte que les territoires soient vivants et se développent et soient accueillants. Et puis où les gens, ils ont envie de faire la fête parce qu'ils sont pas malheureux. Je voudrais vous poser une question sur la fiscalité locale, parce que vous nous avez expliqué en quoi les intercommunalités recèlent, disons, des possibilités d'intervention et d'actions nouvelles. Vous avez des revendications même sur des nouvelles compétences en matière de logement. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler la part de fiscalité propre que vous avez, ce qui vient des budgets des communes et qu'est-ce que vous avez comme moyen au niveau de chaque intercommunalité de convaincre les communes de mettre plus d'argent dans le pot commun, et quels seraient vos souhaits d'évolution de la fiscalité locale pour que les intercommunalités puissent se saisir d'actions nouvelles comme vous nous l'avez décrit. Les intercos ne demandent pas de sous aux communes. Ça n'existe pas. En termes fiscaux, ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est des services communs. Alors, les fonds de concours, plus souvent, les fonds de concours, ils sont descendants, c'est-à-dire qu'ils vont à de l'interco, mais il n'y a pas de... en France, les niveaux d'administration territoriale sont très indépendants, et donc il n'y a pas de surplombement de l'interco sur les communes. Par contre, les services communs, encore une fois, c'est le bon niveau aussi, sans prendre la compétence totale. On organise un service. Je parlais tout à l'heure des services en économie partagée, mais ça peut être pour l'administration des droits du sol, etc. On organise un service commun au niveau de l'agglo, et chaque commune paye selon un ratio, alors au nombre de permis de construire pour l'administration des droits du sol, au nombre d'habitants pour le conseil d'économie partagée. Donc ça, c'est le premier niveau. Donc là, c'est des recettes, effectivement, par contre, qui peuvent venir des communes, comme elles adhèrent à d'autres associations ou à des syndicats, par exemple, je ne sais pas pourquoi, pour gérer une fourrière pour les animaux, etc. Donc ça c'est un truc qui fonctionne de tout temps. Ça se renforce, parce qu'on voit bien que c'est le niveau de coopération intercommunale qui est le plus souple. C'est presque de la carte en permanence, etc. Pour ce qui est de la réalité fiscale des intercos, depuis la disparition de la taxe d'habitation, je ne dis pas qu'on vit la catastrophe, mais pour vous donner un ordre de grandeur, les impôts à Grand Angoulême, c'est, notamment sur le foncier, c'est 24 millions de recettes. 700 000 sur les ménages. Mais 700 000, quand on augmente de 10%, si on augmentait de 10% ces impôts, à condition qu'on nous le permette, or, ce n'est pas possible aujourd'hui. Parce que les 23,3 millions qui manquent, c'est les entreprises qui payent sur le foncier. Donc, comme les taux sont liés entre ménages et entreprises, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais si on augmentait de 10% pour les ménages, on aurait 70 000 euros. C'est quoi 70 000 euros sur un budget de 70 millions? C'est rien du tout, on ne fait rien. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, en ayant perdu la taxe d'habitation, on a perdu une condition d'arbitrage sur les différents éléments du panier fiscal, mais surtout, on a perdu le lien avec tous les citoyens. Parce que comme il y en a qui ne payent pas la contribution foncière, j'allais dire, à la limite, on pourrait même leur dire de fermer quand ils critiquent. Parce que finalement, ils ne payent pas, donc ils n'ont pas à se plaindre du service. C'est quelque chose là, c'est un impensé. Mais on a eu la suppression de la taxe professionnelle avec Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron a supprimé la taxe d'habitation, mais on n'a pas fait d'études d'impact avant. Et c'est catastrophique pour le lien citoyen, etc. Et après, on ne peut pas s'étonner que les citoyens ils désertent les isoloirs au moment où on leur demande leur avis. Donc ça, c'est sur cette partie-là de la fiscalité. Après, encore une fois, on est dépendant des dotations de compensation. Et c'est là où je reviens à la petite cellule de Bercy. La cellule de Bercy, elle invente des trucs. Donc avant quand il existait la taxe professionnelle, il y avait des exonérations sur les parts salaires. Donc les entreprises ne payaient pas trop cher parce que c'est une politique nationale. Et puis l'État compensait aux collectivités. Taxe professionnelle disparaît, les compensations, elles ont été mêlées dans tout le reste, puis on dit il faut tenir. Donc l'indexation qu'il y avait avant, elle a disparu. Donc résultat, on a de moins en moins d'argent. Puis comme c'est à enveloppe constante,
même s'il y a la population grandit, ben on se retrouve avec des diminutions en réel, pas simplement en pourcentage, de cela. On voit aussi disparaître la contribution, la CVAE des entreprises. Bon, pourquoi pas, je veux dire, si on considère que ça a un réel intérêt au niveau de la compétition internationale. Sauf que c'est faux. Je veux dire, ceux qui en ont le plus profité, on peut citer la Poste, par exemple. Bon, tant mieux, c'est un service public. Mais aujourd'hui, bon, on ne les finance pas. Et d'autres, des grands groupes internationaux aussi en ont profité. Alors, mais ils sont dans le commerce. Donc, est-ce que c'est logique que ça fasse ça? Le plus grave, et je reviens sur la capacité d'accueil, l'acceptabilité des projets. Les éoliennes qui existaient avant que se mette en place la CVE, eh bien, elles contribuent au territoire. Tous les nouveaux projets qui vont arriver, fini. Il n'y a plus. Il n'y aura plus que l'IFER. C'est tout. Donc le panier fiscal s'est rétréci, sa composition a aussi diminué, et donc aujourd'hui on a un vrai problème. C'est vrai que c'est compliqué. Et si j'y ajoute à ça que la richesse économique, encore une fois, qui est la partie la plus importante, elle peut d'une certaine manière être freinée par le fameux zéro artificialisation nette qu'on va devoir mettre en place. Alors qu'avant, on pouvait penser qu'on fait venir des entreprises, ils ont des entrepôts, ils mettent des usines, des robots, etc. Puis nous, dessus, on est payé des travaux qu'on a pu faire pour les accueillir, mais au moins, ça fait une richesse qui augmente. Mais là, aujourd'hui, si vous n'avez plus ça, parce qu'on va reconstruire à l'identique, on va faire moins, et c'est logique aussi, il faut moins consommer de sol, la richesse, elle va aussi stagner. Et le problème, c'est qu'en général, la richesse, elle peut stagner, mais la dépense, elle stagne jamais. Elle augmente en permanence. Et là-dessus, c'est un vrai souci. Franchement, l'avenir de l'Interco, de ce point de vue-là, il n'est pas bon, mais il est moins pire que celui des départements. Je ne sais pas si vous avez vu la situation des départements, là, avec la baisse des droits de mutation, c'est absolument affairant. Il est moins pire aussi que les régions, parce qu'elles doivent tout à la TVA. Mais voilà. Alors, on s'est battu, et ça me permet de le dire, sur un autre aspect de la fiscalité nationale qui pourrait être distribuée, c'est la fameuse assise carbone. Je veux dire, la taxe carbone qui est payée sur toutes les consommations énergétiques. Nous, depuis longtemps, à Intercommunalité de France, on demandait à l'État, et on l'a encore demandé lors du projet de loi de finances, mais comme il est passé au 49.3, tous nos amendements n'auraient servi à rien, que 15 € soient attribués à l'habitant, répartis en 10 pour les intercos et 5 pour les régions. 5 parce que les régions font leur SRADET, elles ont une politique d'animation, de prévention, etc., un ensemble de choses, et 10 € pour les intercos. Qu'est-ce que c'est 15 € par habitant? Vous savez combien on est de Français? Vous multipliez, ça fait juste 1 milliard. La taxe carbone, elle n'arrête pas d'augmenter. Je veux dire, parce qu'on continue à consommer. Et on pourrait en plus, elle aussi, la faire varier, ne serait-ce que par pédagogie. Et prendre 1 milliard pour dire ça va infuser dans les territoires. Et nous, on ne réclame pas l'argent en disant non, on veut les 10 €, on en fera ce qu'on veut. Non. Valable que dans les territoires qui font un plan climat, qui ont une série d'actions, qui sont capables de les analyser, de faire l'évaluation, etc. Donc on demandait cet argent-là. Mais l'État dit non. Je vous le dis, parce que c'est quand même des fois, quand on entend ça, j'étais à 4 mètres du ministre quand il a sorti ça lors de la COP régionale Aquitaine, Thomas Cazenave, rapporteur du budget, je lui faisais cette proposition, il me disait non, mais on ne peut pas faire ce cadeau empoisonné aux collectivités d'avoir une assise sur une recette variable, sur une base variable. Non, mais de qui on se moque, quoi? Je veux dire, voilà. Donc, l'État centralisateur veut garder des sous pour lui, transférer des dépenses ailleurs, mais ne souhaite pas que les territoires matures émergent avec tous leurs projets, alors que c'est la chance de la France d'avoir des territoires divers mais innovants. C'est quoi la proposition? La proposition, c'est de dire qu'il y ait une contribution carbone reversée au territoire. 10 € pour les intercos par habitant et 5 € pour les départements, pour les régions. Non, mais non, c'est important parce qu'on est là, voilà, il y a peut-être une solution, il y a peut-être une proposition, il y a peut-être une campagne à mener. Cette taxe carbone nouvelle, elle est assise sur la consommation d'énergie. Comment ça se passe? Oui, elle est dans le budget de l'État. C'est la fameuse contribution carbone, celle qui avait fait lever les gilets jaunes. C'est celle-là, oui. Elle est en augmentation constante. Donc il s'agit de l'affectation. Voilà, il s'agit de son affectation, d'en flécher une partie pour les territoires, que ce ne soit pas uniquement la caisse de l'État, c'est-à-dire le fonds perdu, qui soit alimenté. Malheureusement, cette taxe carbone, elle est un petit peu
invisible, quoi, hein, parce Oui. que ça a été l'astuce pour la faire passer, en quelque sorte, de la rendre invisible. Ok, d'accord, je sais. Merci. C'était pour la précision importante. Non, mais ça me permet de rajouter, vous avez raison, Président, j'en profite aussi pour dire à quel point la France a été lâche, enfin le gouvernement a été lâche au moment des Gilets jaunes. Moi, je rappellerai toujours quand même qu'entre septembre 2018 et septembre 2019, si le prix de l'essence a augmenté de 28 centimes, il y en avait seulement 7 qui venaient de la taxe carbone. Et on a vu d'ailleurs depuis que la taxe carbone n'a pas bougé, l'essence a pris encore plus que ça. On voit le prix aujourd'hui et l'opinion ne se pose plus la même question. On a volontairement fait que ça bloque là-dessus. Et je veux dire que j'espère qu'un jour, des étudiants en sciences politiques analyseront ce phénomène. Alors, je ne dis pas que les Gilets jaunes, c'était que ça. Il y avait d'autres phénomènes. Il y avait, d'une certaine manière, l'expression d'un mode de vie particulier, etc., du périurbain notamment, que je connais bien. Mais il y avait quand même, on a été lâche sur l'explication. On ne fait jamais de pédagogie. Et ce n'est pas ce qui se passe en ce moment avec le monde agricole que ça va me rassurer. Les émissions des secteurs du bâtiment et du transport vont entrer dans le marché carbone d'ici 2027. Quelle est votre analyse sur cette situation ? Eh bien, je rebondis sur ce que je viens de dire. On n'a pas fait la pédagogie au moment des Gilets jaunes. On a intérêt à la préparer pour 2027 parce qu'effectivement, combustible, carburant, tout ça, on va la prendre, la taxe carbone là. Donc, est-ce qu'on va dire que c'est scandaleux, etc. Mais ne dire qu'il n'y a que la taxe carbone qui augmente, non, c'est globalement l'énergie qui nous pose un problème. Et pour ce qui est des carburants, dire exactement ce que c'est la part du marché, la spéculation et autres, etc., le jeu de rôle, nos relations avec les Émirats ou avec Poutine avant. Moi, j'avais coutume de dire qu'il fallait l'autonomie énergétique pour ne pas dépenser, pour ne pas donner nos euros à Poutine et aux Émirats. C'était avant la guerre avec l'Ukraine. Mais combien il faudrait qu'on garde cette idée-là et qu'on dise qu'il faut absolument qu'on sorte de cette dépendance, quoi. Mais bon, là, effectivement, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui va nous amener à changer cette fiscalité carbone. Alors, 2024, c'est l'année de l'Europe. Ça, on le sait tous, c'est les années des élections, un nouveau gouvernement, nouvelle commission, ainsi de suite. Donc, bien évidemment, l'Europe va être au centre. Et à la communauté européenne, il y a des fonds de financement pour ces sujets. Il y a le programme Horizon, le programme FEDER, etc. et bien d'autres. Est-ce que les intercommunalités bénéficient de ces fonds ? Et est-ce qu'on peut aller plus généralement ? Vous sentez-vous soutenu par l'Europe dans vos projets ? Sur la mécanique financière, c'est vrai qu'il y a un monde entre la façon dont la France tire profit de l'Europe et la façon dont elle parle de l'Europe. Et moi, je suis toujours désolé. Et en plus, j'ai beau le répéter au moins l'année qui précède l'élection, mais même dans les mois qui précèdent, et on est en plein dedans, de dire, mais laissons pas taper sur l'Europe pour ce qu'elle permet de faire. Alors évidemment, ne négligeons pas ce qu'elle conduit aussi à ce qui est plutôt inacceptable, mais au moins quand elle soutient les territoires. Alors on parle du FEDER, on parle du FEOGA aussi, parce que là, sur l'agriculture, il y a un certain nombre de points qui peuvent aussi être orientés localement. Je ne dis pas que tout est orienté localement, hein. C'est quand même structurellement au niveau de l'État à minima que ça se fait, mais surtout au niveau de l'Europe. Mais c'est vrai que les territoires sont entreprenants parce qu'il y a le supplément qui est versé par l'Europe. L'Europe a une vision et dit voilà, on va sur telle et telle politique. Et surtout, l'élément nouveau, c'est que les régions ont acquis la compétence, à la place de l'État, de ce rôle de répartiteur de l'argent européen. Alors évidemment, c'est cadré, hein, parce que l'Europe ne laisse pas partir des sous qu'elle pourra arbitrer elle-même, mais au moins, elle fait le pari que l'administration locale régionale peut faire le boulot aussi bien qu'elle, en termes de distribution et de contrôle. Donc c'est plutôt bien. Et c'est vrai que les territoires se servent. Et en plus, la France, on a un pays particulier, c'est-à-dire qu'on pourrait tous dire qu'on a un pays mixte, c'est-à-dire rural-urbain. Enfin, si je mets en dehors l'Île-de-France et quelques grosses agglomérations comme Aix-Marseille, tout le monde est un peu un territoire mixte. Donc, quasiment les fonds européens, dans toute leur diversité, sont accessibles au territoire. Ça ne fait pas des sommes importantes, mais quand on est sur des recherches de financement qui tournent autour de 10-20% d'un projet, c'est souvent ce qui permet de déclencher. Ça va aussi bien pour les projets alimentaires territoriaux, pour installer des abattoirs locaux, pour faire de la promotion de produits alimentaires de qualité, parce que la bagarre, elle est à la fois sur l'accès à l'alimentation, et ce n'est pas donné pour tout le monde, et surtout, ce n'est pas définitivement fait. On voit bien le changement climatique, comment il va jouer un rôle là-dessus, et sur la qualité alimentaire, pour que le plus grand nombre ait accès à de bons produits. Et ça, l'Europe, là-dessus, est plutôt comment dire, pas leader, mais excusez-moi, je ne trouve pas le mot, mais incitative, quoi. Voilà, sur ces politiques-là. Et les territoires répondent bien. Quelle est votre réflexion sur le transfert de la gestion des travaux de l'État aux intercommunalités
Est-ce pour éviter les fraudeurs qui nous font beaucoup, beaucoup de mal, d'œuvrer sur le territoire national? Et aussi, avez-vous pensé à la trésorerie des artisans avec les nouvelles procédures que l'État a mis en place avec l'ANA? Et que pourraient faire les intercommunalités justement pour ça? Quand on me dit de coopération sur la rénovation énergétique, donc je disais tout à l'heure toute la sensibilité que je sentais moi au niveau des fédérations professionnelles, que ça, la CAPEB ou la Fédération française du bâtiment, on sent bien qu'il y a ça. Et l'enjeu, effectivement, sur les fraudeurs, qui sont à l'origine quand même d'une réflexion autour de plein de sujets. C'est-à-dire, on a vu qu'il y a les certificats d'économie d'énergie, etc., qu'il y avait de la triche. On voit bien qu'au niveau local, ça ne sera pas possible parce que c'est le réseau local qui fait le boulot. Et je veux dire, on se retrouve au stade à discuter, on encourage l'équipe de foot ou de rugby, puis à la mi-temps, on parle avec l'entreprise et on parle d'un sujet précis, et ça, on peut le régler. Ça, c'est clair que là-dessus, on peut avancer. Au moins, ça sert à ça. J'ai un trou de mémoire, je n'ai pas noté la deuxième. Ah oui, sur les marchés publics, etc. Donc la révolution financière et comptable des collectivités a fait que désormais, pour ce qui concerne la commande publique locale, on va très très vite dans le règlement des factures. Par contre, effectivement, avec les grandes institutions, et c'est pour ça qu'on réclame le fait, encore une fois, là aussi, de descendre un étage, MaPrimeRénov', de façon à ce que ça traîne pas trop. Mais c'est vrai que l'ANA fait partie des agences qu'on espère un jour exemplaires, mais qui a vécu de plein fouet un grossissement qui n'avait pas été anticipé, et avec des procédures compliquées. Et en fait, effectivement, on met dans le rouge des gens qui ont pourtant fait bien leur boulot. Donc ça, moi, je pense que nous, Interco, on peut avoir de l'influence parce qu'on voit régulièrement. Je veux dire, la directrice de l'ANA, m'est arrivé de la voir. Je pense qu'on la voit une fois par an. Donc on peut faire passer le message, mais on n'est pas surpris de ce que vous dites. Je veux dire, c'est une réalité qu'on connaît. Effectivement, il y a des financements qui n'arrivent pas assez vite. Bon, on l'a vu aussi en ce moment avec l'agriculture, quand on voit les primes qui n'arrivent pas. Bon, le gouvernement s'est engagé pour l'agriculture. Alors, si l'agriculture est au-dessus de tout, si ça décline de la même manière partout, on va s'en sortir. Mais on peut rêver. Et vous devez relayer, développer dans vos territoires l'implantation de bornes électriques, ce d'autant plus que l'initiative privée aujourd'hui permet aux collectivités de s'équiper sans que ça leur coûte 1 euro, et même généralement que ça leur rapporte via la taxe d'occupation du domaine public. Donc il y a là une opportunité d'avoir quelques recettes pour les collectivités et dans le même temps de permettre à l'électromobilité de se développer sans trop de difficultés et surtout de permettre aux usagers de ne pas avoir cette crainte de ne pas pouvoir recharger leur véhicule. Merci. Aujourd'hui, c'est dans le monde urbain qu'on a la plus grande difficulté. C'est-à-dire on ne peut pas imaginer que des fils électriques sortent des appartements au premier, au deuxième ou au troisième étage pour alimenter la voiture qui est garée dans la rue. Ça n'existe pas. Donc on a un problème effectivement sur l'espace public urbain d'avoir ces lieux-là. On demande d'ailleurs à tout le monde d'être exemplaire. Moi, quand je vois dans les préfectures ou les sous-préfectures qu'il n'y a même pas une borne, je veux dire, l'État n'a pas, il n'a pas des milliers de préfectures et de sous-préfectures équipées, qu'il y ait au moins une borne de chaque. Après, y compris les exploitants de réseau, je pense à la SNCF, mais souvent c'est l'espace public urbain, donc les villes peuvent mettre des prises aussi dans les gares, ça arrive à se développer. Moi qui suis secrétaire du syndicat d'électrification de mon département, je vois bien qu'aujourd'hui on a passé la première génération qui était des bornes, surtout dans les lieux touristiques. C'est-à-dire qu'on veut attirer les gens, mais s'ils viennent avec une voiture électrique et qu'ils savent qu'il n'y a pas de borne, ils ne vont peut-être pas y venir, donc ça c'est fait. Et puis bon, je vais relayer, mais je n'ai pas de doute sur le fait que le schéma de développement des IRVE soit partout à l'œuvre, au moins dans les têtes, et puis dans les financements, comme vous dites, que ce n'est pas un souci majeur. C'est ça, je l'ai parlé un peu rapidement tout à l'heure pour ça. Par contre, il y a d'autres réseaux qui vont coûter drôlement cher, hein, j'en profite pour le dire. Investir sur l'eau, alors qu'on renouvelle à moins de 0,5% l'eau potable, et encore moins les réseaux d'assainissement, alors que se posent à la fois des problèmes de fuite pour l'eau potable, à la fois des problèmes de qualité de l'eau qui circulent dans des tuyaux en PV, etc. On a un vrai souci, ça va nous coûter énormément cher. Sur les réseaux électriques, pareil, parce que nous, ce n'est pas nous qui prenons en charge la haute tension, mais la basse tension, ce sont soit les structures communales, soit les syndicats d'électrification. C'est encore de l'argent. Alors là, heureusement, l'invisibilité de la taxe fait que les consommateurs d'électricité ne voient pas que ça alimente les syndicats d'électrification qui peuvent faire le job. Mais on a un vrai souci, notamment pour se préserver des aléas climatiques, parce qu'avoir de l'électricité en aérien, ce n'est pas une garantie d'en avoir toujours. Ça s'appelle encore syndicat d'électrification. Oui, c'est ça, oui. Syndicat d'électricité. Ouais, président, vous avez raison, c'est électricité. Ouais, électricité et gaz en plus en ce qui concerne. Et moi, je rajoute énergie renouvelable parce que la plupart s'y sont mises.
Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai dit électrification. Excuse-moi. Vous avez parlé tout à l'heure d'imposer ou alors pour certaines factures d'inclure un indicateur évolution poids carbone, comme vous donniez par exemple le cas des factures de cantine. Est-ce que vous réussissez à le généraliser à tous les acteurs qui sont pour vous des fournisseurs? Et est-ce que vous pensez que ce poids carbone pourrait être inclus dans un indicateur du PIB? Il y a quelques collectivités qui ont beaucoup avancé là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les marchés publics, d'abord parce que le marché public a évolué. Quand on fait aujourd'hui un SPASER, là, on pose toutes ces questions-là. Et le poids carbone de la commande publique, elle est immédiatement mise en référence. Alors, tous les outils ne sont pas toujours là. Ce n'est pas toujours facile de trouver l'indicateur. C'est jamais un critère essentiel de départage. Il faut reconnaître, c'est jamais ça. Ouais, le prix, l'aspect technique du besoin à satisfaire. Mais au moins, on commence à voir ce que ça veut dire que d'avoir deux offres différentes qui vont se distinguer par un double ou un triple poids carbone entre l'une et l'autre. Ça arrive aujourd'hui. Et c'est tant mieux parce que, encore une fois, on sait ce qu'on produit, ce qu'on continue à rejeter dans l'atmosphère. Il faut qu'on arrive à se dire qu'il faut qu'on ralentisse, quoi. Donc avoir un indicateur et le mettre dans un tableau de bord, c'est ça aussi l'enjeu de le mettre dans un marché. C'est pour ça qu'on progresse tout doucement, pas assez vite de mon point de vue, mais ça progresse un peu quand même de ce point de vue-là. Et puis quand on fait un plan climat, on est tenu quand même de consolider un certain nombre d'éléments, et ça peut en faire partie. Donc on voit bien aujourd'hui que les nouveaux plans climat, air, énergie territoriale, ils sont beaucoup plus sophistiqués qu'ils ne l'étaient avant. La partie déchets rentre en ligne de compte, parce qu'on est capable de chiffrer ce que ça veut dire aussi que la consommation de produits manufacturés venus de l'autre bout du monde. Ça, on peut arriver à le chiffrer. C'est artificiel et post-exploitation du traitement, mais on peut le faire aussi. Et tout ça, ça nous dit un peu quel est notre poids carbone à l'habitant dans le territoire. Il y a même maintenant une évolution dans un certain nombre de pays. On recherche la possibilité d'avoir des comptes carbone individuels. Je me demandais s'il n'y avait pas une notion d'exemplarité méthodologique qui pourrait être un peu portée par les intercos. Je résume, on a vu que c'était hyper complexe et que tous les acteurs devaient être mobilisés, aussi bien les entreprises, les associations, les financiers, et qui ne se comprenaient pas forcément. Un des points évidents, c'est l'implication des citoyens, et vous l'avez évoqué avec un certain nombre de choses dans lesquelles, à partir du moment où ils sont actifs, ils commencent à s'engager et à comprendre, et c'est des vecteurs extrêmement importants pour toute l'acceptabilité que vous avez évoquée. Donc c'est un focus qui pourrait être presque tracé et visualisé un peu à l'échelle de différentes intercos. La deuxième dimension, c'est la vision, et là, je m'autorise en tant que prospectiviste, de créer effectivement un futur commun. Les ODD, l'ont-ils réalisé ou l'ont-ils pas réalisé, ou quels sont ceux derrière lesquels vous arrivez à vous positionner, et il y a bien un problème de durabilité entre les différents mandats des uns et des autres. Et puis le troisième, c'est de se dire, effectivement, il faut évaluer, donc il y a un travail d'évaluation qui doit se faire de façon intelligente et cohérente. Et la question, c'est qui est un peu le porteur, le modèle? Est-ce que les intercos le sont? Certaines régions le sont? Et à partir du moment où on se clarifie sur trois choses relativement simples, c'est peut-être plus facile de faire ensemble. Voilà un peu la question que je voulais vous poser. Quand j'ai préparé cette matinée, je me dis sur quoi je termine. Ce qui sera dit ou ce qui ne sera pas dit. Et en fait, je voulais terminer sur un élément essentiel qui est, de mon point de vue, celui de la gouvernance du projet, de la façon de faire, qui s'appelle le contrat. Et notamment, et j'en ai pas parlé, mais je m'attendais à ce qu'on y parvienne, vous savez qu'on a instauré en France des fameux CRTE, qui étaient au départ des contrats de relance et de transition, qui sont maintenant des contrats de réussite, où on voit bien que d'un seul coup, l'État s'est voulu interministériel, malheureusement toujours pas pluriannuel, mais ça pourrait le devenir. Ce qui fait que d'un seul coup, la gouvernance de tous ces projets qui s'inscrivent dans la transition, ils pourraient être réceptionnés sur une forme d'engagement partagé. Alors évidemment avec l'État, puisque les CRTE, on les signe avec l'État, mais ils pourraient aussi associer d'autres partenaires de l'action locale. Et surtout, ils emmèneraient avec eux un certain nombre d'éléments de tableau de bord ou d'indicateurs dans lesquels, évidemment, les ODD font partie. Moi, je vois que dans mon agglo, toutes les délibérations, il y en a à peu près 60 qui passent, entre 60 et 90 qui passent à chaque conseil communautaire. Il y a une cartouche en haut avec les 17 ODD et sont signalées celles qui sont concernées par la délibération. Mais je dois être honnête en vous disant que je ne suis pas sûr que les 60
15 collègues du Conseil communautaire s'intéressent spécifiquement à ça. Il n'empêche que ça nous permet à la fin de l'année de consolider un peu ce qu'on a fait là-dessus sur chacun des sujets. Donc ça, c'est important. Donc le contrat, parce que c'est la méthode qui dit les choses en politique. Bon, nous sommes des EPCI, des établissements de coopération. Ce mot, moi, je le trouve génial, parce qu'il s'affranchit de tout le marketing politique traditionnel. Et le mot contrat, il appartient à personne, mais il dit aussi une façon d'être ensemble. Et la République, en ce qu'elle est, autant que la doctrine économique du libre-échange, elle n'est viable que parce qu'il y a des contrats. Elle ne fait relation aux hommes et aux hommes entre eux que s'il y a des contrats. Alors évidemment, accessoirement, il faut aussi qu'il y ait une justice qui puisse rendre voilà. Mais c'est un élément extrêmement important. Donc merci d'avoir posé la question, parce qu'effectivement, on aimerait que ça soit ça et qu'on puisse s'avancer dans le temps qui vient avec des rendez-vous parce qu'ils ont été construits sur des contrats au départ. Question pour Matières Premières Énergie Média. La première, c'est qu'est-ce que vous parliez tout à l'heure de la COP de Béchu dans votre région. Comment vous évaluez ce Tour de France sur la planification écologique du ministre de l'écologie actuel? Et j'ai une deuxième question, si on a le temps. Qu'est-ce que vous pensez actuellement du développement de l'hydrogène vert dans les intercommunalités, dans les régions? Et aujourd'hui, c'est Evolution, là, pas très loin d'ici, c'est pour ça que je vous pose la question. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, toute la sympathie que m'a tiré Christophe Béchu, parce qu'il a été maire d'Angers, ma ville de naissance, et que je visite régulièrement. Mais en plus de ça, il a mis quelque chose de très clair dans la tête des Français, c'est qu'on est sur un horizon de plus 4 degrés, et ça, rien que de dire ça, il fallait le faire. Je ne suis pas sûr que derrière ça suive. Alors, j'ai même des doutes, parce que moi, j'ai participé pour l'instant à une seule COP régionale, celle de Nouvelle-Aquitaine. J'y suis allé avec sans doute beaucoup de naïveté. C'était un show, et il est brillant là-dessus, notre ministre. Mais en fait, le dialogue n'a pas vraiment existé avec les territoires. Par contre, on nous a promis une méthode qui continuerait, notamment un questionnaire qui nous serait adressé, et puis des réunions avec l'État en département. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a aussi des COP départementales. Et pour rien vous cacher, la semaine prochaine, il y en a une, malheureusement, je ne pourrai pas y participer. Mais alors, par contre, je dois vous dire, je n'ai pas prévu de diaporama, mais sinon je vous l'aurais mis à l'écran, le fameux questionnaire dont il est question pour préparer ces COP. Je ne veux pas mentir, mais c'est un tableau Excel qui doit faire 150 lignes à remplir. 150 lignes à croiser avec au moins une douzaine de colonnes. C'est ingérable. Et encore une fois, les COP, elles portent sur elles la même chose que ce qui a été fait depuis longtemps, c'est-à-dire des promesses d'un changement de méthode qu'on a vu avec le Grenelle, qu'on a vu avec la conférence de l'environnement, qu'on a vu avec le Conseil national de la refondation. Et franchement, si ça peut permettre à Antoine Peillon, qui fait un boulot formidable en termes de stratégie de la planification écologique, de faire rentrer dans la tête ce Mondrian qui nous dit tous les secteurs où on doit agir, tant mieux. Mais derrière, si ça ne se traduit pas, et là je reviens à ce que je disais avant, sur des engagements contractualisés, qu'est-ce qu'on aura perdu comme temps, quoi. Et sur le deuxième point, sur l'hydrogène, alors évidemment, c'est comme beaucoup l'énergie quand elle arrive à faire rêver parce qu'elle pourrait solutionner plein de problèmes. Ça marche, ça se développe, il y a plein d'initiatives privées-publiques, c'est ça qui est plutôt intéressant. Je pensais tout à l'heure que sur la question des réseaux, on allait poser aussi la question des réseaux d'avitaillement hydrogène, parce que ça en fait partie aussi sur les nouvelles motorisations. Bon, moi j'avoue, quand je regarde l'état technique et financier et même commercial des choses, ça va être très lent quand même, hein, parce qu'y compris sur la mobilité lourde, c'est-à-dire les poids lourds par exemple, on n'imagine pas qu'il y ait de tracteurs qui fonctionnent bien mieux que l'électrique, et bon, d'ici 2035-2040, donc c'est pas fait pour tout de suite. Bon, si ça peut permettre à ArcelorMittal à Dunkerque de sortir, de cesser de produire du carbone, je suis assez d'accord en tant qu'administrateur de l'ADEME pour dire au président qui nous a sollicité sur le sujet, OK pour les 850 millions à ArcelorMittal. Alors que ArcelorMittal fait quand même quelque chose comme 12 milliards de distribution de dividendes. Mais voilà. Mais au moins, ça peut servir à un truc. On ne peut pas s'en passer de l'acier. Voilà, donc il faut qu'on essaye de le produire mieux et l'hydrogène peut servir. Et puis d'autres applications également. Comment placez-vous la communauté d'Angoulême dans le développement climatique? Pas assez engagé. Pas assez. Rassurer que sa non-performance ne soit pas catastrophique non plus, mais pas assez engagé. On a été trompé par des chiffres. On avait une cimenterie, elle a disparu. C'est formidable le bilan carbone qu'on a maintenant.
mais pas assez engagée, mais aussi pas assez forte aussi pour aller jusqu'au bout de ses engagements, parce qu'encore une fois, on a fait balayer large. Aujourd'hui, les aspects financiers font souvent qu'on renonce ou qu'on diffère. Par contre, je pense que sur la première étape, qui est celle de mettre les gens en mouvement, quels qu'ils soient, entrepreneurs, associations, citoyens, on a tout réussi. Je n'ai pas parlé des citoyens, mais par exemple, on les a aidés à créer une société citoyenne qui s'est mise à installer des panneaux photovoltaïques sur des équipements publics. C'est génial, ça donne envie. On voit bien qu'il y avait 80 personnes au départ, maintenant ils ne changent pas combien, 360 ou un truc comme ça. Les gens, ils fonctionnent. Les communes qui ne se posaient pas la question de l'énergie, on est rentré dans le dispositif acté qui permet de financer les diagnostics et de voir comment on va pouvoir faire en sorte que ces bâtiments soient rénovés, et pas seulement pour satisfaire le décret tertiaire qui nous oblige à baisser de 40% d'ici 2030, mais juste pour que chacun pilote dans son budget communal moindre consommation énergétique en euros et moins productrice de CO2. Donc sur cet étage-là, on y est. Alors tout à l'heure, la question m'a été posée sur la formation d'élus. On a fait venir Christophe Cassou, qui est climatologue, qui était un des rédacteurs du dernier rapport du GIEC. Donc on fait ce travail aussi de sensibilisation. Ce que j'attends maintenant, moi, c'est qu'on arrive à changer. J'attends les déclics qui vont faire que sur les transports, on va avoir moins de 20 000 bagnoles qui viennent en ville tous les jours. Que sur l'agriculture, on va arriver à installer des maraîchers qui vont utiliser l'agroécologie, l'agroforesterie, plutôt que ceux qui sont aujourd'hui dans le cycle de la production mondiale, qui sont obligés de racheter des terres pour continuer en productif. Moi, dans mon conseil municipal, il n'y a qu'un agriculteur. Il a 43 ans. Pour arriver à garder le même niveau de production et de revenus, il a été obligé de rajouter 120 hectares. Son exploitation aujourd'hui en fait 430. Avec 120 hectares de plus, il ne gagne pas plus d'argent. Et je pense que cette année, même, c'est d'après ce qu'il m'a dit, ça va baisser. Et si les rendements baissent encore à cause du réchauffement climatique, donc qu'on puisse arriver à penser qu'on impulse d'autres formes de production qui satisferont les consommateurs locaux. Donc voilà, j'espère tout ça. Puis sinon, venez voir ce qu'on y fait. On sera ravis de vous accueillir. On vient de terminer le festival de la bande dessinée. Donc, c'est pas la bande dessinée, tout le monde n'est pas forcément amateur. Mais le prochain festival qu'on a, c'est le festival de musique métisse au mois de mai. Et puis surtout, venez au mois d'août. Si vous ne savez pas où passer vos vacances, l'avant-dernière semaine du mois d'août, on a, je crois, je me rappelle plus, ça doit être la 19e émission du festival, le festival du film francophone d'Angoulême, où sont sortis des films comme plein de films qui ont succès. C'est une ville sympa où vous pouvez rencontrer, si vous êtes adepte de stars, vous les rencontrez facilement parce qu'elles ne sont pas bousculées. Il y a de plus en plus de visiteurs, c'est un bon moment, vous mangerez bien, vous boirez bien. Et voilà. Alors, le circuit des remparts, je ne fais pas trop de pub parce qu'il faut aimer les vieilles voitures, ce n'est pas trop mon cas. Puis elles fonctionnent toujours à la gasoline, etc. Bon, bref. Mais c'est une belle ville quand même. Mais tu as raison de dire qu'il y a le circuit des remparts. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de Grand Angoulême. Mais il y a plein d'autres territoires en France. On est un pays merveilleux avec des gens qui sont souvent grogneux. Parce qu'ils désespèrent. C'est vrai que quand on regarde les indices de confiance en l'avenir, il y a eu un certain nombre d'années, je ne sais pas si c'est encore le cas, où l'Afghanistan était devant nous. Vous vous rendez compte? Les Afghans plus optimistes sur leur avenir que nous. Mais c'est quoi ça? Parce que ça ne peut pas être pire. Donc. Alors d'abord, merci beaucoup. Je suis très content d'avoir un micro parce que le pouvoir est réellement au bout du micro. J'ai noté ça ce coup-ci. J'ai regretté de ne pas pouvoir dialoguer davantage. En tous les cas, Jean Révéreau, je pense que nous avons fait une erreur en vous invitant. Parce que vous ne représentez pas réellement la moyenne des EPCI. Vous êtes réellement le plus pointu, le plus passionné, le plus intéressé, le plus écolo. Tout à l'heure, avant de commencer, on parlait des bulles de méthane du pergélisol. Quand même, à Angoulême, quand même, le pergélisol, il n'y en a pas. Donc, hein, il est trop bien. Il faut les garder, hein, surtout. Et donc, la partie gelée du sol, c'est comme le permafrost. C'est le même mot pour dire ça. C'est ce sol gelé. Pergélisol, on a fait un effort pour Franck, mais c'est un mot un peu compliqué. Donc, permafrost. Voilà. Non, mais donc. Reçu. Je pense qu'on a l'impression tout d'un coup que les EPI sont un espèce de centre d'intelligence pour préparer l'avenir. Et c'est assez frappant, quoi, avec une espèce de vision à 360 degrés sur tous les sujets. Donc ça, c'est absolument passionnant. Donc votre passion, votre enthousiasme, votre connaissance extrêmement fine de
y compris l'eau, les déchets et le pergélisol, me font penser que vous êtes un exemple rare de l'intelligence des intercos, et nous espérons que vous allez essaimer, former. Vous avez pensé à ça? La suite? Le problème, Président, c'est que nous, en ce moment-là, mes collègues sont... Alors, j'ai oublié le lieu, mais enfin, je regarde pour m'y rendre. Mais on fait ce qu'on appelle notre journée finance de l'Intercommunalité de France. Donc, on a 160 personnes dans un autre amphi. Et on va terminer l'après-midi sur une table ronde où je vais intervenir sur la question de l'assurance, du rapport à l'assurance. Mais figurez-vous, quand on met ce truc-là aujourd'hui, aujourd'hui, les sujets, c'est quoi? C'est les catastrophes naturelles. C'est les nouveaux risques sur la santé de nos agents ou de la population. Donc venez, vous allez voir autant d'élus qui sont convaincus, dynamiques, enthousiastes, et qui ne sont pas des grogneux et qui parient sur la coopération et sur le contrat. Non, mais venez. Ils sont que 160 à Paris, mais on était 2000 et des poussières il y a à Orléans, puisqu'il y a quelqu'un d'Orléans tout à l'heure. On a inauguré Planète, le lieu. Non, c'est formidable, l'Interco. D'accord. Alors, donc maintenant, on sait qu'il faut donner une petite partie du revenu de la taxe carbone aux intercos. Hein, on a même les chiffres. Et alors, je voudrais surtout terminer sur un point, c'est la satiété. C'est très intéressant, c'est la première fois que j'entends ça. C'est-à-dire qu'on nous propose ici un réel projet de société. Ce n'est pas la sobriété, c'est un peu chiant la sobriété, il faut dire la vérité. C'est la satiété. Comment a-t-on assez? Et c'est intéressant parce que le mot de sobriété, on n'arrive pas à le traduire en anglais, ça n'existe pas. Ça s'appelle sufficiency, ce qui suffit, quoi. Donc c'est ça l'idée? Ça serait plus proche de ça, effectivement. Voilà. Eh bien, bravo. Donc voilà, nous sommes tous des militants de la satiété. Sur ce, heureuse. Voilà. Sur ce, la réunion est terminée.